11, comme le temps passe, sommaire. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine. Peut-on toucher au bac et choose France en anglais dans le texte? La France, un pays nommé désir? Il y a un an pile, c'était le Penelope Gate, le paysage politique français en général et la droite en particulier explosait en pleine campagne présidentielle. Comment tout reconstruire? Laurent Wauquiez en est-il capable? On en débat avec Nadine Morano et le politologue Jérôme Fourquet. En France, peut-on critiquer Israël? Bien sûr que non, affirme le géopolitologue Pascal Boniface. Il publie Antisémite et vient répondre aux attaques. Le président Macron va-t-il faire tomber le tabou du cannabis? On en parle avec la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. À moins de 2 mois du congrès du FN, Marine Le Pen ne semble toujours pas remise du débat télévisé d'entre-deux tours. Retour sur les duels télévisés les plus violents de la 5e avec la journaliste Nathalie Saint-Cric et le politologue Olivier Duhamel. Et puis il y aura bien sûr les drôles de dames avec les carnets secrets d'Alba Ventura et la super semaine de Sandrine Saroche. Bonsoir Nolo, bonsoir Zemmour. Bonsoir madame. Alors vous aimez voyager Zemmour? Vous voulez dire l'Égypte? Oui, c'est ça. On parle de ça parce que... Une référence au tonton flingueur, faut peut-être l'éclairer. Exactement, on a revu ça cette semaine et ça nous a enchantés. Exactement. C'est bien de s'intéresser au cinéma contemporain. On se refait pas, Eric, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je rappelle que vos amis et tous vos ennemis peuvent, et maintenant les miens d'ailleurs, peuvent réagir sur les réseaux sociaux. Je crois qu'ils n'ont pas attendu votre invitation, ils réagissent bien en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien, c'est bien. Les chronomètres sont prêts. Ils sont derrière moi, car c'est l'heure du match. Allez, on commence par le bac. Peut-on toucher au bac? Doit-on toucher au bac? Le rapport remis à Jean-Michel Blanquer préconise notamment un grand oral à partir de 2021. Le bac doit-il être réformé, revalorisé? Nolo. Alors si je comprends bien, la grande révolution, c'est l'introduction d'un grand oral, c'est-à-dire l'épreuve qui existait dans le bac original, première mouture. Napoléonienne. Voilà, napoléonienne, donc c'est intéressant. Non mais blague à part, je trouve ça bien, parce que c'est un bon exercice. L'oral, ça prépare au concours d'entrée de certaines grandes écoles, donc tout va bien. Le contrôle continu, parce qu'à mon avis c'est plutôt ça la grande révolution, c'est un grand serpent de mer français, c'est une grande passion française, le bac, ça me semble ça me semble relever du bon sens, ça enlève un peu le côté loterie, je crois que c'est 40%, 60%. Oui, enfin il reste quand même 3 épreuves. 4 épreuves. Oui, 4 épreuves, et puis 3 épreuves choisies, enfin c'est assez complexe. Voilà. Non mais c'est bien de mettre un peu de contrôle continu, c'est bien que le travail fourni au cours de l'année compte dans la note finale, ça c'est bien. Après, il y a des choses quand même un peu plus problématiques, par exemple la suppression des filières au profit de majeurs et de mineurs. Système anglais. Oui, mais plus Napoléon, c'est l'Angleterre là maintenant. Oui, mais ça revient de fait à marginaliser quand même certaines matières, parce qu'il va y avoir des matières nobles, c'est-à-dire qui sont sanctionnées par le couperet de l'épreuve finale, et puis des matières un peu laissées pour compte. Je trouve ça bizarre que les élèves, dès le début de l'année, sachent qu'il y a des cours qui comptent plus que d'autres. Ils le savent déjà. C'est déjà le cas, là, c'est de l'hypocrisie, Eric. Non, mais voilà, simplement. Moi, je pense que, je reconnais que c'est courageux de toucher à ce tabou du bac. Il y a beaucoup de ministres de l'éducation nationale qui s'y sont essayés et qui s'y sont cassés les dents. Maintenant, à mon avis, ça ne touche pas à l'essentiel. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause, cette obsession française d'obtenir un diplôme de masse, au détriment d'ailleurs des filières techniques. Tout le monde est obsédé par le fait d'arriver... Il y a le bac technique? Oui, mais d'arriver jusqu'au bac dans non technique, justement. Je pense que ça ne résout pas non plus le problème de l'accès à l'université. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus conditionné au bac et à la nature du bac, que la nature du bac détermine où vous allez vous retrouver en université. Voilà. Donc je trouve que c'est très cosmétique, qu'il y a des choses intéressantes à reprendre, mais enfin que c'est loin quand même de résoudre tous les problèmes qui se posent. Écoutez, moi, j'essaierai d'être... Vous avez passé un grand tour, vous? Au bac? Non. Après. J'étais pas sous Napoléon. après. Aléna. Plusieurs, à Sciences Po, à Aléna. Vous vous souvenez de la question? Je me souviens de plusieurs questions, Aléna, oui. Celle à laquelle j'ai pas su répondre et celle à laquelle j'ai su répondre. La première, c'était combien de touristes français sont allés en Espagne pendant l'année? Tout le monde sait ça, Eric. Franchement. Ça, vous avez su répondre, ça? Non. Non, parce qu'en fait, j'avais dit 3 millions et c'était, je crois, 10 ou 20 millions, 30 millions, donc c'était colossal.
Et je me souviens de la dernière question, parce que là, j'ai été brillant, mais malheureusement, c'était la fin. C'était Clémenceau a dit, la révolution est un bloc, qu'en pensez-vous? Et c'était René Raymond, mon président de jury. Et alors, évidemment, j'ai pu... et puis, malheureusement, quand je commençais à être bon, il m'a dit, c'est fini. Ça, c'est la vie. Mais en tout cas, pour le... c'est la vie. Donc, c'est la vie. Donc, pour le bac, moi, je suis d'accord avec Nolo. Je crois que c'est les Italiens qui font ça, à part Napoléon. C'est les Italiens qui font un grand oral au bac, etc. Pourquoi pas Moi, je crois que la question est ailleurs, effectivement. Là, je suis d'accord avec Nolo. La question, c'est est-ce que on veut vraiment refaire du bac un examen sélectif comme il était jusqu'aux années 70, c'est-à-dire où il y avait 30% qu'il avait, ou est-ce que on veut continuer comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire le donner... même à ceux qui ont tué leur père et leur mère. Voilà, en gros, c'est quand même ça. Donc, bon. Oui, ils avaient dit 80% d'une classe. Soit ils continuent à le donner à tout le monde, et dans ce cas-là, autant le supprimer. Ça coûte de l'argent et c'est ridicule, mais personne n'ose, et là, Nolo a raison, parce que c'est un fétiche. Soit on revient, on remet de la sélection, et là, je ne suis pas d'accord avec Nolo. Oui, sur le contrôle continu. Ah. Oui. Parce que le contrôle continu, je vais te dire quelque chose, un 16 à Grigny et un 16 à Henri IV, eh ben c'est pas la même note. Le 16 à Grigny, il vaut 2 à Henri IV. Ah bon, t'as une table de conversion? Ah ben moi je te la fais quand tu veux, demande au prof. Ouais, enfin, demande au prof qui bosse en banlieue et demande au prof qui bosse à Henri IV. Et tu vas voir la différence. Et c'est un scandale de comparer les deux. C'est un vrai scandale. C'est vraiment inéquitable. Donc le contrôle continu, c'est vraiment le plus scandaleux du monde aujourd'hui. Je te parle pas de ça il y a 40 ans, où il y avait une certaine équivalence entre les écoles. Mais là aujourd'hui, les différences de niveau sont abyssales entre les écoles de banlieue et les écoles d'élite du centre parisien. Ils parlent plus la même langue. Il faut quand même se mettre dans les réalités. Ils font plus. Ah bon, donc vous trouvez que le contrôle continu ne s'applique pas dans ce cadre-là? Je dis en soi, je suis pas contre en soi, mais dans le cadre de ce qu'est devenu aujourd'hui l'école, c'est un vrai scandale. Non, mais cette manière de globaliser, c'est un peu étrange. Eh ben, écoute, renseigne-toi auprès des profs. Non, mais c'est pas ça. C'est que qu'il y ait des lycées d'élite du centre parisien, ça existe de tout temps. C'est une vieille tradition. Les parents se battent pour que leurs enfants entrent là. Ouais. Enfin, dans le reste de la France, tu vas pas faire une grille de conversion lycée par lycée parce que tu n'en sais rien. Donc tu fais pas de contrôle continu? Si. Non. Parce que ça sanctionne quand même le travail de l'élève au long de l'année. Je trouve que c'est injuste. Non, c'est injuste que c'est injuste. Le type qui a 16 à Grigny ou à Bondy, il aurait 2 à Henri IV. C'est un scandale de le mettre au même niveau, enfin. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'un élève qui n'aurait rien fait tout au long de l'année arrive à se rattraper le jour de l'examen ou inversement. C'est la vie, ça. Oui, non, justement, c'est pas la vie. Si. Il faut quand même sanctionner un processus d'assimilation des... Voilà. Ils n'assimilent rien du tout. Mais si, ils assimilent. Enfin, bon. C'est la vie. Et la vie, c'est pas du sucre. C'est pas du sucre. On va passer au second match. Et puis quand même, il m'a pris 2 secondes. Ah non, c'est moi qui ai pris 2 secondes. Bah oui, non. Ah bon, quand même. J'essayais de le passer sous silence. Il faut que les hiérarchies soient respectées. Vous avez vu le changement? Si ça avait été en ma faveur, il s'apprêtait, puis tout d'un coup, il se dit... Ah mais non, merde, c'est moi. Oui, donc ça va. Donc c'est logique, donc c'est normal. J'essayais de le passer sous silence, mais bon, bref. Alors, second match, donc, Choose France, en anglais dans le texte. Lundi, à Versailles, le président Macron a tenté d'épater la galerie. Il avait invité 140 patrons étrangers à dîner et vanter les mérites de notre beau pays. Le soir même ont été annoncés 3,5 milliards d'euros d'investissement et 2200 nouveaux emplois. Alors, messieurs, France is back, comme on dit toujours à l'Élysée en anglais dans le texte. Moi, je suis content qu'on aborde ce sujet parce que ça va me donner l'occasion de briser l'ultime tabou. Oula, vraiment d'aller très très loin dans le politiquement incorrect. Je sais que ça peut me coûter cher, mais tant pis, je me lance. Je vais dire du bien de François Hollande. Personne n'ose en 2018 dire du bien. Parce que soit Emmanuel Macron, c'est Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire que ses investissements se décident du jour au lendemain, soit il engrange les fruits qui avaient été, ou plutôt les semences de François Hollande, parce que c'est des vieux projets, souvent, quand on regarde dans le détail, des choses qui avaient été décidées, qui sont officialisées aujourd'hui. Bon, alors, on va pas chipoter, la France a dégringolé dans les classements de compétitivité et d'attractivité, il fallait faire quelque chose, on a fait quelque chose, et on a même mis le paquet. On les a accueillis à Versailles, à huis clos, pour pas être dérangés ni par le public, ni par les journalistes, bon, très bien. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est quelle a été la contrepartie? La contrepartie, c'est que l'anglais a régné en maître à Versailles.
Ça s'appelait Choose France. Les gens qu'a reçu Emmanuel Macron, ils sont supérieurement éduqués. Je pense que eux, ils auraient eu leur bac au contrôle continu et à l'examen. Je pense qu'ils peuvent comprendre « choisissez la France ». Je pense qu'ils peuvent assimiler ces 3 mots de français et que ça n'aurait pas nui à la qualité des investissements. Ensuite, Emmanuel Macron a reçu en speed dating, donc en rendez-vous rapide, des gens dont certains sont des champions de l'optimisation fiscale étant le mot gentil pour fraude fiscale. Mais on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Or, la France perd beaucoup aussi. Il y a peut-être eu 3,5 milliards d'investissements, mais ces gens-là passent leur vie à nous priver d'argent qui devrait nous revenir. Donc j'espère que tous les résultats seront à la hauteur de ces sacrifices, parce que j'ai trouvé que c'était un peu cher payé dans le symbole de dérouler ainsi le tapis rouge sous les pieds de ces messieurs. What about you, Eric? Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nolo. Oh. Je m'en vais. Je plaisante pas du tout. Je plaisante pas du tout. Non, mais il n'y a pas de raison de le cacher. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je vais essayer de compléter, d'apporter ma Vous aussi, vous dites vive François Hollande. Oui, et c'est... Oui, là-dessus... Cette émission va très loin. Là, mais ce que fait Macron, c'est du Hollande. Il continue Hollande, c'est tout. Simplement, Hollande n'avait plus la majorité pour continuer. En vérité, il continue Hollande. Pour le meilleur et pour le pire, Nolo. C'est-à-dire que, pour le meilleur... Parce qu'effectivement, il réduit les charges, il améliore la compétitivité un peu moins, on en parlera après. Mais pour le pire aussi, il n'attaque pas vraiment les déficits budgétaires, il n'attaque pas vraiment la fonction publique, il n'attaque pas vraiment le social qui nous coûte une blinde. Tu vois, les vrais sujets, il ne les aborde pas non plus, comme Hollande. Ça, parenthèse fermée. Maintenant, pour Versailles et Choose France, il y a dans les Mémoires de Saint-Simon une scène absolument délicieuse dans laquelle Saint-Simon raconte que Louis XIV, parce qu'il a besoin d'argent pour la guerre, pour les fêtes, etc., fait visiter comme un guide Versailles, son château, il est encore en travaux, etc., donc il lui montre, etc., ce qu'il va faire, au grand banquier Samuel Bernard. Et Saint-Simon s'étrangle en disant, mais vous vous rendez compte, le plus grand roi du monde qui se conduit comme un guide et qui vraiment drague Samuel Bernard et qui lui montre Versailles, et l'autre, Samuel Bernard, complètement ébloui évidemment par le charme déployé par Louis XIV, paye tout ce que le roi veut. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il les emmène à Versailles, il leur fait un numéro de charme incroyable pour que les autres casquent et investissent, etc. Et là où je suis vraiment d'accord avec Nolo, c'est sur la langue. En fait, Macron, avec l'utilisation de l'anglais, rend les armes idéologiques. Ouais. Il se soumet à l'idéologie dominante puisqu'il se soumet à sa langue. Il s'adapte à la mondialisation. Exactement. En 1942, il fallait parler allemand, et en 2004... Mais oui, c'est la même chose. C'est dommage que tu gâches toujours mais non, c'est la même... par le point Godwin. Mais non, mais alors, choisissons... Est-ce que je peux compléter par une dernière chose? Il y a d'autres langues, si tu veux. Sous Louis XIV, il fallait parler français. Je sais. Il y a une autre chose qui me paraît plus essentielle, c'est qu'on est dans une position extrêmement défensive. C'est-à-dire, venez investir chez nous, mais à aucun moment... il y a un discours français ou européen qui manifeste une volonté et même pas une ambition de créer des GAFA à l'européenne. C'est-à-dire qu'on a décidé que c'était les États-Unis qui allaient dominer. C'est pas la peine d'aller les concurrencer. Comme s'il n'y avait pas d'intelligence en France, comme s'il n'y avait pas des gens capables de construire des entreprises de gens. Non, mais il a mondiale, c'est non, mais les GAFA. Oui, d'accord. Mais il a tout à fait raison. Quand De Gaulle décide de faire Airbus, qui était venu Airbus, c'est parce que pour concurrencer Boeing, à l'époque, il n'y a que les Américains. Il a tout à fait raison. Voilà, pourquoi on ne fait pas la même chose? Il a tout à fait raison. C'est sur cette mais belle parce que je vais te dire pourquoi, Nolo. Je vais te dire non, stop, on est à égalité, tais-toi. C'est trop beau, ce moment, regarde. Oui, c'est vrai que c'est beau, ce moment. Je voulais vous lire la phrase particulièrement chafouine, j'ai trouvé, du Télégraphe, qui disait... se précipitant, c'était le titre du Télégraphe annonçant le sommet, se précipitant sur les affaires post-Brexit, Macron parle anglais à Versailles pendant que les rats envahissent Paris. Voilà, c'était venant nos des amis anglais. Ils n'ont pas tort, les Anglais. Enfin, bon. Bien, merci messieurs, c'est maintenant l'heure de notre premier grand débat. Avant de recevoir Nadine Morano et Jérôme Fourquet, regardez, c'était il y a 1 an. Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire à propos des salaires perçus par sa femme. Elle se tenait en retrait, éloignée de la politique et de son monde de requins, éloignée mais rémunérée. C'est ce que dévoile le Canard enchaîné. L'épouse du candidat à la présidentielle aurait, d'après le journal, été salariée comme attachée parlementaire pendant plusieurs années, 8 ans au total, sans en avoir réellement exercé la fonction. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je
ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Voici Nadine Morano et Jérôme Fourquet. Venez, c'est par ici. Je cognerai le jour. Bonsoir. Je cognerai la nuit. Bonsoir, monsieur, prenez place. Alors, on vous a mis Claude Claude Français aussi. Très bien. Pour rebâtir la droite, il faudrait un marteau peut-être. Enfin, oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas quoi. Bref. Bonsoir madame, vous êtes députée européenne, vous êtes membre des Républicains. Bonsoir monsieur, vous êtes politologue. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP. Vous êtes expert en géographie électorale, une des matières absolument préférées de Zemmour. Ça c'est vrai. Il a raison. Dernier Enfin, il est plus spécialiste que moi. Moi, je lis ses cartes et ses textes. Et vous êtes régulièrement cité dans l'émission, un peu comme Chateaubriand, comme De Gaulle et comme Marx. Non, plus que Chateaubriand, mais moins que De Gaulle. Voilà. Ça ira très bien. Dernier opus de votre réflexion sur la société française, c'est un peu votre comédie humaine à vous, mais en chiffres. Vous publiez À la droite de Dieu aux éditions du Cerf. Voilà, donc comment reconstruire la droite? Messieurs, vous avez 20 minutes. Non, mais parce Alors, Pénélope Gaëtan, un an après, Madame Morano, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous étiez, un peu comme la mort de Lady Diana, le jour où vous avez compris que tout allait s'arrêter? Mais moi, j'étais au QG de campagne de François Fillon. Quand vous avez reçu le mardi, au moment de sa mise en examen. Ah oui. C'est après ça. C'est après. Elle vous parle du canard enchaîné. Le canard enchaîné. Ouais. Non, mais moi, le canard enchaîné, si vous voulez, je ne pensais pas que ça allait faire un tel cataclysme. Non, pas du tout. Vous non plus? J'étais un peu plus... Moi, non. Ça vous avait pas choqué? Vous vous êtes pas dit c'est cuit? Non. Je me suis dit qu'il allait assumer une défense intelligente, ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, après, il y a eu cet emballement judiciaire ultra rapide, du jamais vu d'ailleurs, alors que maintenant plus rien ne bouge. Et quand il a été mis en examen, il a reçu sa mise en examen. J'étais là le jour où il n'est pas allé au salon de l'agriculture tout de suite. Il a remis son déplacement. Moi, je lui ai conseillé de se retirer. Et de respecter ce qu'il avait dit lui-même sur TF1, voilà. C'était une connerie. C'était une connerie, mais il l'a dit. Donc à partir du moment où il le dit, soit il le dit, il l'assume. D'accord. Ça c'est bon. Et d'ailleurs, j'observe que évidemment, on a vécu l'année la plus noire pour la droite. Cette année 2017, puisque nous n'avons pas été présents au second tour de l'élection présidentielle, ce qui est quand même historique en termes de défaite, de cataclysme. Et bon, au-delà de... Vous avez un Premier ministre de droite, non? Au-delà... non, il était au Parti Socialiste, il est revenu chez Macron. En fait, c'est sa ligne normale. Au départ, il a commencé au PS, il est venu chez Macron. Et entre-temps par Juppé, donc c'est la même chose tout ça. Oui, puis voilà, c'est le plus proche collaborateur. Je comprends mieux pourquoi la droite a perdu. Non, mais objectivement, elle a raison. C'est pas une question. Ça n'est pas qu'une question d'ambiance. Je dirais aussi que on s'était vu à cette époque-là. Je vous avais dit que j'étais contre la primaire. Moi, j'étais contre. Je l'ai dit sur tous les plateaux. Après, j'étais minoritaire, donc j'ai accepté malheureusement cette primaire, qui, comme vous le savez, nous a fracturé, comme elle a d'ailleurs fracturé le Parti socialiste, qui est à terre aujourd'hui. Nous, notre chance, c'est d'avoir, en termes d'élus locaux, vraiment beaucoup d'élus locaux sur le territoire. Donc, nous sommes représentés sur les territoires, ce qui nous a permis d'ailleurs de gagner les dernières sénatoriales. Nous avons réussi, malgré tout, à avoir 100 députés élus. Donc, on a limité la caste. Aujourd'hui, nous sommes la première force d'opposition, puisqu'on a plus de 250 parlementaires entre les députés, les sénateurs et les députés européens. Donc, nous sommes la première force d'opposition. Ça, personne ne le conteste. Mais dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses. Vous avez approuvé Zemmour quand il dit, au fond, PS, Macron, Juppé, c'est la même chose. Donc, dans votre esprit, n'est de droite que quelqu'un qui pense exactement comme vous. Ça a été le problème de la droite, puisque vous ne voulez pas vous unir entre gens de nuances différentes. Et ensuite, je reviens un peu en arrière, vous dites, rien ne bouge dans cette instruction. Pourquoi rien ne bouge? C'est parce que M. Fillon avait fait des déclarations fracassantes. Il allait révéler le nom des membres du cabinet noir qui avaient comploté contre lui. Il allait révéler qui avait juré sa perte. Il allait révéler, et puis rien du tout. Et on en revient à la case départ des journalistes qui ont fait leur boulot et qui ont trouvé des éléments qui ne pouvaient pas permettre à M. Fillon de continuer. Moi aussi, je vais les répondre. J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. Ça n'est pas une enquête journalistique. Donc ça viendra
ça viendra le moment venu. Je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Vous dites à nouveau dans le point qui paraît ce matin, c'est François Hollande qui a déclané l'affaire. Oui, bien sûr. Croyez-vous? Mais c'est François Hollande. Bien sûr. Et les premiers papiers du Canard enchaîné, bien sûr. Je sais d'où ils viennent. Ce ne sont pas des journalistes qui ont cherché et qui ont trouvé. Ils viennent d'un service de l'État. Pas de date, pas de lieu, pas de nom, pas de service de l'État. Un an plus tard. Est-ce que c'était à vous, Monsieur Nolot, que M. Fillon doit rendre des comptes? Il a été entendu 2 fois par la police, et ce qu'il a à dire, c'est à lui de le dire, parce que nous sommes dans un état de droit. Non, je m'exprime sur ce qu'il a dit. Non mais, pardon, donc on verra ce que donnera les déclarations qu'il a faites devant la police, même si j'espère qu'on va pas parler de l'émission, tout ça pendant l'émission. Non, on va voir justement. Il a été 2 fois entendu. Je voudrais aussi, parce que j'en ai un peu marre de ce tribunal médiatique permanent, et sur d'autres choses, j'ai vu un peu ce que vous tweetez, ça va bien. Deuxième chose, non mais je me suis bien amusé. Les conneries, ça va bien. Le tribunal médiatique, c'est insupportable, mais pire que ça, c'est la violation permanente du secret de l'instruction, où on met. Ça, c'est une vieille chanson. Non mais moi, ce que je voudrais, c'est que ça vous arrive un jour, puis qu'on voit votre tête en gros plan. Mais c'est pour tout le monde, madame. Mais non, mais c'est pas la question, c'est pour tout le monde. C'est que le jour où la justice passe, le jour où la justice passe, quand quelqu'un a une affaire judiciaire, le jour où la justice passe, c'est comme ça dans le journal. Mais le jour où un journaliste essaye de dire « Oh là là, alors là, vous avez votre tête en grand, là. » Je le sais, ça m'est même moi arrivé. Alors, attends, je connais. Moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas seulement pour Monsieur Fillon. Ça arrive pour tout le monde. Mais c'est dégueulasse. C'est inacceptable dans un état de droit. Laissons parler Éric Zemmour, et notamment Jérôme Fourquet, qui est votre héros. Exagérons rien. Je ne sais pas s'il est son héros pour ce livre. Non, je pense pas. C'est intéressant. Ouais. Non. Vous savez, moi, j'ai qu'un héros, c'est Napoléon Bonaparte. Le reste, c'est des êtres humains comme moi. On peut pas lutter là. Alors, très vite, c'est très simple pour moi. Je maintiens l'analyse que j'ai faite il y a un an. Il y a eu un putsch judiciaro-médiatique. Il y a eu le PNF, le fameux parquet financier, qui n'avait rien à voir dans cette histoire et qui n'avait pas à se mêler au nom du principe qui devrait être cher, de la séparation des pouvoirs, des affaires parlementaires. Il n'avait rien à faire là-dedans. C'est un scandale judiciaire. Vous avez plein la bouche de l'état de droit. Alors là, c'est vraiment un principe fondamental de violation de la République. Vous voulez t'asseoir sur l'état de droit. Oui, mais moi j'assume. Mais si vous voulez le droit, la République, c'est la séparation des pouvoirs. Excuse-moi, c'est le premier principe. Bon. Deuxièmement, il y a des médias qui ont également participé à ce putsch, tout simplement parce que il y a au moins 40 ou 50 parlementaires qui faisaient travailler leur famille et personne ne les a emmerdés. On a emmerdé évidemment que Fillon. Maintenant, le problème, c'est que Fillon a été lâche. Il faut le dire les choses en face. Il s'est couché devant ce putsch au lieu de les affronter, au lieu d'appeler le peuple à lutter contre les juges et les médias. Il a été lâche, il a perdu, tant pis pour lui. C'est grâce à Sens Commun, ça. Oui, non, mais il a fait quand même sa grande manif. Oui, mais il n'a pas osé. Voilà, basta. Bon, c'est fini, là. Non. En 2018. Non, Nadine Morano. Oui. Il y a un fait. Hier, on a eu un bureau politique. Il y a eu un fait important. Il y a eu un fait important. Pourquoi j'évoque cette histoire de Fillon, au-delà de l'anniversaire? Parce que je pense que son comportement à lui a été très révélateur du comportement de la droite depuis 30 ans. C'est-à-dire que la droite, depuis 30 ans, se couche devant les injonctions des médias, qui sont elles-mêmes les injonctions de la gauche. Moi, je me couche devant personne. Vous aurez remarqué que les médias de gauche, tout ça, les bobos, ne me font jamais plier sur mes convictions. Vous aurez remarqué que vous n'êtes pas candidate à la présidentielle et vous n'êtes pas à la droite à vous toute seule. Non, mais rien que mes prises de position. Dans ma famille politique, il faut voir ce que j'ai pris à certains moments. Mais je ne me laisse jamais marcher dessus par les journalistes. Accordez-moi que la droite, et en particulier votre héros, les journaleux, parce que journalistes, pour reprendre la terminologie. On dit les journalopes. Les journalopes. Les journaleux. Dans certains milieux, on dit les journalopes. Vous pouvez tout à fait. Ils ne font pas leur boulot parce qu'ils ne travaillent pas le fond. Nadine Morano, accordez-moi que même votre héros, pour reprendre la terminologie d'Anaïs Nicolas Sarkozy, s'est couché lamentablement pendant tout son quinquennat, au-delà d'un verbe quelque peu truculent. Oui, idéologiquement, il s'est couché. Il n'a absolument rien fait qui transgresse les règles de la doxa de gauche. Et le problème de Wauquiez, c'est pour ça que je vous dis, c'est tout à fait
contemporain. C'est que Wauquiez fera la même chose. Je lui ai dit quand il était à votre place, et c'est ça le drame de la droite. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu. Il a dit non. Il a dit non. Curieusement, il a dit non. Jérôme Fourquet. Mais je le crois pas. Est-ce que vous en parlez dans votre Vous avez du mérite. On verra. Est-ce que la droite peut se reconstruire et comment? Alors là, peut-être vous n'allez pas tout nous résumer en. Juste sur le livre, il parle notamment principalement des catholiques de droite. Et donc cette affaire Penelope Gates était intéressante parce qu'on a vu justement très rapidement un tassement très net dans les intentions de vote des catholiques en faveur de Fillon après cette affaire. Il y a eu un grand dilemme moral, éthique chez toute une partie de ces catholiques, et ça rejoint un peu les débats qui nous occupaient précédemment, c'est-à-dire les convictions morales, le rapport à l'argent, faire travailler sa famille, etc., versus le combat idéologique, parce que François Fillon avait très bien capté l'ère du temps au sein de cette droite profonde, on va dire, et cet électorat de droite catholique s'était trouvé un champion. Mais il était tiraillé entre faire triompher ses idées et respecter un certain nombre de principes éthiques et moraux qui sont chers aux catholiques. Et donc, pendant toute la campagne, ça balançait, et au dernier moment, dans la dernière ligne droite, on s'aperçoit que les catholiques pratiquants ont quand même été fidèles et ont été au rendez-vous, puisque quasiment 1 sur 2 a voté pour François Fillon, ce qui était le score de Nicolas Sarkozy en 2012. Donc, mais ils auraient dû voter beaucoup plus. C'était le score. Il était beaucoup plus près d'eux que Nicolas Sarkozy. Tout à fait, mais il vous a pas échappé qu'il y avait d'autres candidats. Marine Le Pen fait 15%, Dupont-Aignan fait 4%, donc ça faisait quand même. Ça fait quand même presque 20% qui partent. Ça fait quand même beaucoup. Hein, mais pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je rappellerai juste qu'il manque un point et demi seulement à François Fillon pour être au deuxième tour. Bien sûr. Hein, donc on voit que sans cette affaire. Il a manqué la voix de Patrick Stefanini. Il fait pas un point et demi à lui. Qui était son directeur de campagne qui a démissionné. Mais donc je le mets parmi tout cela. Oui, mais le problème, c'est que c'est Juppé, tout ça. Ce que vous expliquez dans le livre, c'est que cette stratégie de rabougrissement de l'électorat, c'est-à-dire on parle à un cœur d'électorat, on essaie de séduire les catholiques de droite, c'est un peu ce qu'essaie de faire aussi Wauquiez, de mobiliser le cœur, c'est aussi ce que vous essayez de faire aussi, en parlant d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution, mais ça peut attirer un électorat dans des proportions non négligeables, mais ça ne peut pas déborder le cœur de cet électorat. Donc, il y a un dilemme de droite, quoi. Oui, mais il y a 2 moments. Il y a la campagne présidentielle et ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, quand on dit Wauquiez sur un couloir tout à fait étriqué, il ne va pas s'en sortir, etc., etc., on peut défendre cette analyse. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'on fait toujours la stratégie qu'on peut faire, qui vous est donnée par la situation dans laquelle vous évoluez. La situation dans laquelle il évolue, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la droite modérée, certains diraient qu'elle n'est pas de droite, mais qui sont partis ou qui sont en train de partir, soit sur la pointe des pieds. Et donc, comme toujours à droite, il y a 2 solutions. Soit on essaye d'aller chercher le centre, soit on regarde plus à droite. Oui. Moi, j'ai la faiblesse de penser que toute une partie, toute une partie des gens qui sont partis du centre et qui sont aujourd'hui chez Macron ne reviendront pas. Évidemment. Ne reviendront pas. Vous avez les grandes manœuvres qui ont commencé quand Édouard Philippe indique au Congrès de la République En Marche, la poutre travaille encore. Il y a eu la présidentielle où toute une partie de l'électorat modéré a rejoint Macron. Ensuite, le débauchage d'Édouard Philippe et de d'autres a continué à drainer une partie de l'électorat de droite. Et puis, depuis lors, ce mouvement s'est poursuivi. Regardez les affres des centristes aujourd'hui, de l'UDI, ne savent plus sur quel pied danser. Les appels du pied d'Alain Juppé dans la perspective des européennes. Et Napoléon, quand il était question de promouvoir quelqu'un et le nommer général, demandait toujours est-ce qu'il est chanceux. Macron, manifestement, a de la chance parce que le premier scrutin qu'il va affronter, hormis les sénatoriales, c'est les européennes. Et c'est sur la question européenne que cette recomposition va être la plus manifeste. Mais il y a une autre question. Et donc Wauquiez, quelque part, pour répondre à votre question, de mon point de vue, il fait la seule stratégie qui s'offre à lui. Évidemment. Alors, politiquement, qui est très compliquée. Oui, voilà, politiquement, c'est déjà discutable. C'est bien quand je te l'explique, tu dis non, et quand faut que tu l'expliques, tu dis oui, c'est bien. Vous devriez revenir tout de suite. Mais philosophiquement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, ça s'adresse plutôt à vous, ma question, Madame Morano, à dénoncer à tout bout de champ le communautarisme, enfin, à s'en remettre à une stratégie communautariste. C'est-à-dire à compter sur un électorat qui est défini par sa religion. Bah écoutez, franchement, il existe. Il en dit des bêtises. J'ai lu le livre. Il existe. Non, mais moi j'ai une autre. Non, mais est-ce qu'on peut avoir une Alors,
Allez-y. Non, ce que je voulais rajouter, c'est après la question de Nolo, c'est comment rassembler la droite, puisque vous, au bureau hier, si nos informations sont bonnes, vous êtes énervé contre Valérie Pécresse, donc à l'intérieur même de la... Vous êtes énervé contre Valérie Pécresse ou pas? Non, mais oui, elle s'est énervée contre Valérie Pécresse. J'ai dit que j'étais... D'ailleurs, j'ai voté contre... sa proposition de vouloir créer un mouvement associé qui s'appelle Libre, parce que moi je suis totalement libre, comme tous les adhérents des Républicains. Il y a un parti qui s'appelle les Républicains. Valérie en est une personnalité importante. Elle est présidente de l'Île-de-France, élue sur l'étiquette Les Républicains, et vouloir... on a tous nos micro-partis. Moi, j'ai le Rassemblement pour le peuple de France, parce que vous avez des gens qui ont envie de soutenir une personnalité politique et qui jamais n'iraient dans un parti traditionnel. Donc, ils viennent adhérer pour vous. Bon. Qu'elle fasse quelque chose comme ça ne me dérangerait pas. Laurent Wauquiez avait la droite sociale, il y a d'autres qui ont leur propre parti. Mais là, de dire, je veux faire un mouvement associé parce que pour que ceux qui ont envie de partir ne partent pas, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Alors, 5 minutes. Donc, si elle a envie évidemment de s'exprimer, de faire part de sa sensibilité, de ses idées, de ça. En plus, je l'ai écouté à différentes émissions. Elle a des idées, je ne vois pas de divergence avec Laurent Wauquiez, si vous voulez. Je vois pas de divergence. Alors peut-être il y a un point avec lequel, en plus, je serais totalement désaccord avec elle, c'est lorsqu'elle dit que la primaire, c'est peut-être compliqué, mais enfin, il faudra repasser par la primaire. Moi, je suis totalement, alors là, je vous le dis, mais d'une hostilité farouche à la primaire. Je ne veux pas de primaire. Plus jamais ça. Donc si on doit désigner notre candidat, alors on le fera à l'intérieur du parti. Je réponds sur Valérie Pécresse. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce qu'elle constitue un parti. Je suis favorable à ce qu'elle soit dans notre parti. D'ailleurs, Laurent Wauquiez, qui lui veut rassembler, tend la main à tout le monde, a proposé à ce qu'elle préside notre Conseil national. Elle a refusé. Alors maintenant, si chacun veut créer son bidule... Alors est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation, comme disait Nolo, Non, mais moi, c'est pas ma question. Je demande à ce que vous examiniez cette contradiction de dénoncer les communautarismes et de compter électoralement sur une forme de communautarisme catholique. Non, là, on voit bien que ça marche, d'ailleurs, dans les moments cruciaux. Non, moi, c'est pas ma réflexion. Ma réflexion, elle est que nous sommes dans un pays, la France, qui est un pays aux racines chrétiennes. Personne ne peut le nier. Enfin, si on le nie, avec les 40 000 églises, lieux de culte catholiques qu'on a en France... Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit d'en faire une stratégie électorale. Non, moi, je ne vous parle pas de stratégie électorale, je vous parle d'un fait. La France est un pays aux racines chrétiennes. Et d'ailleurs, j'aurais voulu qu'on l'inscrive dans la Constitution pour que les choses soient claires. Non, mais je vous dis ce que je pense. Dans la Constitution d'un pays laïque, inscrire des racines chrétiennes, je peux aller jusqu'au bout. Je peux aller jusqu'au bout. La France a des racines chrétiennes. La République est laïque. Ce qui veut dire que chacun peut exercer son culte, et j'en suis heureuse. Mais je constate une chose dans mon pays, aux racines chrétiennes, dont le fonctionnement est la République laïque, c'est que nous avons un problème avec aujourd'hui l'islam radical. Moi, je suis née en 1963, soit 58 ans après la loi d'adoption sur la laïcité qui a été adoptée en 1905. Pendant 58 ans, tout le monde a vécu en harmonie avec notre pays aux racines chrétiennes. Quand j'étais gosse à l'école, on faisait le sapin de Noël, on faisait la crèche, tout le monde était content. Mes enfants, quand ils sont nés, mon aîné, il est né en 1989. L'année où a commencé les problèmes de voile à l'école. Et les petits-enfants, eux, sont nés en France avec le terrorisme. Alors on a un problème... Mélangez tout, là. Pardon, peut-être que pour vous, c'est un mélange de tout. Oui. Pour les Français, c'est très clair. On a un problème de terrorisme. Il y a des gens qui sont abattus dans notre pays à cause d'un islam politique qui veut détruire notre civilisation. Avec les racines chrétiennes ? Tous les jours fériés correspondent à des fêtes chrétiennes. Donc c'est une façon d'attester qu'en effet nous avons des racines chrétiennes. Maintenant l'inscrire dans la Constitution, ça me paraît... On instrumentalise la laïcité pour nous faire passer la destruction de notre culture. Moi, j'ai fait un message à Noël, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux et c'est heureux, personne n'a trouvé rien à redire. Et j'ai dit que nous fêtions la naissance de Jésus et nous sommes fidèles à nos traditions. J'ai le droit de le dire, d'accord ? Eh bien, moi, j'estime que notre pays, qui est un pays aux racines chrétiennes, moi, je vais pas à la messe tous les dimanches, je suis catholique, il y a des Français qui sont athées, il y en a d'autres qui sont juifs. Mais là, vous noyez le poisson dans un... Mais c'est peut-être pour vous, le poisson. Mais pour moi, ça ne noie pas le poisson. On a un problème en France, on ne sait pas combien il y a de cultes, de lieux de culte musulmans en France. Aujourd'hui, on a eu, depuis la Seconde Guerre mondiale,
mondiale, jamais autant de gens qui ont été assassinés. Je ne parle pas de clientèle. Ça n'a rien à voir avec Mais moi, je ne parle pas de clientèle, je vous parle de la réalité politique. Je vous parle du livre de Fourquet. Mais moi, je ne vous parle pas du livre de Fourquet, je ne l'ai pas encore lu. Il va me donner. Oui, on va me donner. Nadine Morano. Merci. Je peux même parler de son livre, je ne l'ai pas lu. Je réponds à la question. C'est dommage. C'est dommage. D'abord, j'ai appris tout à l'heure qu'il serait sur le plateau. Excusez-moi, mais je ne vais pas. Revenez sur la structure sur la droite. Oui, sur la droite. Je voudrais qu'on distingue entre la tactique et les convictions. Les convictions, moi je pense, comme Nadine Morano, même si je ne le dis pas de la même façon, que le catholicisme c'est la France, que ça te plaise ou non, et que C'est pas le débat. Si, c'est le débat. Et que parler du catholicisme. C'est dingue. Qu'est-ce qui me plaît pas? Attendez. Pourquoi vous dites ça? Oh, vous allez pas recommencer. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes la dépositaire du catholicisme en France. J'ai dû être baptisé avant vous, Mme Morano. C'est vous qui avez confisqué le catholicisme. J'aimerais bien parler. On va me dire quand c'est fini. Ne me prêtez pas des arrière-pensées. J'ai déjà du mal à vous prêter des pensées, ne me prêtez pas d'arrière-pensées. Non, mais écoutez, franchement, ce que vous venez de dire, tout votre dégagement, c'était insupportable. Vous ne voulez pas répondre aux questions. Je vous ai dit que j'étais d'accord avec vous. Laissez-les autant. Et puis laissez les pensées intellectuelles. Vu niveau, je suis arrivé, essayez d'en faire autant, on verra. Bon, alors, on peut continuer. Merci. Donc le catholicisme, c'est la France. C'est-à-dire que le dire ça, ce n'est pas avoir une visée communautariste et électoraliste. Je parle d'autre chose. Dire ça, mais oui, moi aussi je parle d'autre chose. Dire ça, ça ne veut pas dire viser seulement les électeurs catholiques pratiquants. Parenthèse fermée. Donc ta réponse c'est ça. Deuxièmement, il y a la tactique. C'est pas ce qu'il y a dans le livre. À partir du moment, moi c'est ma réponse, c'est pas son livre, c'est ma réponse. Je suis désolée. À partir du moment, on parle de la droite aujourd'hui. Voilà, à partir du moment. De la droite, on parle pas de son livre. À partir du moment où. Non, parce que je l'ai pas lu. À partir du moment où il y a Macron. À partir du moment où il y a Macron. Et que la bourgeoisie libérale a rejoint Macron qui votait ensuite à droite. Là, je parle de tactique. Il ne reste plus qu'une seule, tu m'entends, une seule tactique à Vauquier pour sortir LR de son cercle des retraités du Midi, c'est l'identité. C'est tout. C'est la seule. Moi, je serai Laurent Wauquiez. Je reprendrai tout le programme du Front National sur l'immigration, sur l'islam, sur la laïcité. C'est exactement ce qu'avait fait Chirac en gros malin en 90. Je le mettrai en programme de LR et je l'appliquerai et je serai élu président de la République. Voilà, c'est pas une cause. C'est sur cette conclusion. Voilà. Au moins, j'ai répondu clairement. Non, mais vous avez répondu clairement parce que l'identité, de conclusion, c'est exactement ce que j'ai expliqué. J'ai bien compris. Je veux dire, pardon, mais ce débat sur l'identité a été au cœur de la présidentielle de 2007. Mais évidemment. Et un mot de conclusion, Nadine Morano, s'il vous plaît. Ma conclusion, c'est que nous avons eu un bureau politique, que Laurent Wauquiez a été élu à 74% des voix avec 100 000 votants, que samedi nous aurons un Conseil national, que nous sommes de retour et que nous souhaitons convaincre tous les Français, tous. On n'est pas là pour aller sur un segment. Nous, on parle à tous les Français. Qu'ils aient voté Front National, qu'ils aient voté pour M. Macron et qu'ils s'aperçoivent, lorsqu'ils sont retraités, qu'ils reçoivent l'augmentation de la CSG fait par M. Bruno Le Maire qui disait le contraire. Voilà, l'augmentation de la taxe sur le diesel, la baisse du pouvoir d'achat. Et puis, quelqu'un qui a été se coucher devant les Anglais lorsqu'il est allé faire, soi-disant, vous disiez les Allemands avant. Les accords du Touquet. On lui fait un chèque de 50 millions d'euros. Il dit au revoir et merci. Et il n'a rien réglé. Rien. Donc, c'est une imposture. Et nous démasquerons sur tous les sujets économiques, sur l'identité, sur les problèmes que nous avons à régler s'agissant de l'islam politique, sur les problèmes économiques, sur tous les sujets, nous allons apporter des solutions différentes aux Français. Vous pensez que c'est possible, vous ? Écoutez, il y a du travail parce que non, mais je pense que la recomposition est en marche, hein, et que, sans jeu de mots, et que, comme disait Éric Zemmour, il y a toute une partie de l'électorat de centre droit, modéré, qui est définitivement parti parce qu'il trouve l'ADN qu'il attendait, hein, dans nos enquêtes d'opinion, des gens qui se déclarent encore sympathisants des Républicains, donc il y a quand même une attache à droite. 50% d'entre eux sont satisfaits d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est la réconciliation des bourgeoisies. Ça fait 6 mois que je dis ça. Alors il peut y avoir un scénario optimiste. Ça bouge, les sondages. Hein, il peut y avoir un scénario optimiste comme ce qui s'est passé en Italie avec Renzi, hein, c'est-à-dire que l'icône descend de son piédestal et qu'à un moment une partie de l'électorat de droite revient au bercail. C'est un scénario. C'est impossible. C'est pas celui que on semble se dégager pour l'instant. Et plus profondément, je pense que
ce qui se passe avec Macron était un peu inscrit de longue date. Et il manquait un espèce de catalyseur, ça s'est produit. Le fameux cercle de la raison. Quand Alain Juppé disait un jour il faudra bien qu'on coupe les deux bouts de l'omelette, ben c'est quelqu'un d'autre, plus jeune que lui, qui a tenu le couteau. Mais c'est Juppé en jeune, je dis toujours ça aussi, pardon de me répéter. Macron, c'est Juppé en jeune. Voilà. Moi j'ai connu Juppé beaucoup plus dur que ça dans les années 90, sur les questions migratoires et tout ça. Quand je l'écoute maintenant... Oui, mais maintenant il en a honte. Mais Nadine Morano, il en a honte. Mais bien sûr. Et vous n'avez pas connu Wauquiez professant des opinions différentes de celles qu'il professe sur l'Europe, non? Wauquiez n'a pas changé sur l'Europe. Il a évolué. Et c'était bien d'avoir conclu. Il a tourné, il a mûri. Mais heureusement qu'on change aussi. Vous changez en bien ou en pas bien. Je vous propose de faire ça moins bien. C'est un problème. Tout s'explique. On va au balto et on finit ça. Allez, je rappelle le titre de votre livre, Jérôme Fourquet, À la droite de Dieu. Excellent livre pour bien comprendre les rouages de l'élection dernière. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. C'est maintenant l'heure de la super semaine de Sandrine Saroche. Ne bougez pas. Sandrine, c'est à vous, venez. Alors bonsoir Sandrine, bien de vous voir. Après la pub, on parlera notamment d'antisémitisme avec Pascal Boniface et des grands duels de la 5e avec Nathalie Saint-Cric et Olivier Duhamel. Mais avant, c'est la pub. De retour sur le plateau des Zemmour et Lolo, je rappelle à vos amis et à tous vos ennemis qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Et Sandrine, c'est à vous. Mais oui, cette semaine, Anaïs, on a beaucoup parlé de ces êtres étranges, souvent déguisés et bizarrement coiffés, venus des montagnes, des campagnes et des sombres bosquets que l'on appelle les zadistes. Alors, Édouard Philippe les a entendus, Nicolas Hulot les a vus, Emmanuel Macron les a comprendus. Il faut dire qu'ils savent se faire entendre. Zad, c'est un mot qu'on dirait inventé pour nous. On veut pas d'avion, on a déjà trop de poux. On est que 300, mais on vous a mis à genoux. Veni, vedi, Vinci, tu n'auras pas un sou. J'ai mis des barricades sur la route des chicanes. Ça fait 3 ans que je me la gèle dans ma cabane. Je suis pas dangereux, regarde, je porte que des tatanes. À quoi m'aurait servi de squatter Notre-Dame? Emmanuel, oh laisse-nous là. N'écoute pas ceux qui disent qu'on a baisé l'État. Alors, depuis quelques jours, on en sait un peu plus sur le zadiste. On sait qu'il porte volontiers un sweatshirt de chez Zadiste et Voltaire. Collection printemps-été 1971. Et qu'après des années de souffrance qu'il s'est lui-même infligées dans le bocage humide et hostile, il ne nous étonnera pas de savoir que ses lectures préférées soient celles du marquis de Sade. Celui-là même qui disait « Je suis l'homme de la nature » avant d'être celui de la société, et que le zadiste a interprété à sa manière, voire à la manière de San Antonio qui aurait pu dire qu'un zadiste, finalement, c'est comme un artichaut, le cœur est sous les poils. Mais attention, car parfois le zadiste est fourbe et se glisse avec délice dans les habits du nanti. José Bové, que l'on voit ici, sur les marches du Festisade de Cannes, entre Pénélope Fillon et Anne Hidalgo, ou leur cousine germaine, je sais pas. Mais regardez, mon Dieu, quel joli trouble! Avec tout ça, la star de la semaine, eh bien, c'était lui. Nicolas Hulot sur tous les fronts ces derniers jours, la pêche électrique, la fermeture de Fessenheim et surtout l'arrêt donc du projet de Notre-Dame-des-Landes qui constitue pour lui, c'est ce qu'on a dit, une victoire politique. Il est vrai que monsieur Hulot a toujours été proche des mouvements alternatifs. Il a été le premier à adopter un jeune zadiste en 1980. Alors, je ne sais pas si on voit la photo, voilà.
On sait aussi qu'il a récemment accueilli en stage à son ministère Jean-Louis Borloo, un senior sans emploi et sans domicile fixe. Alors lui, non, c'est pas un zadiste. Ça, c'est ce qu'on appelle la French touch. Car nous avons, nous les Français, un raffinement, une élégance, un rang à tenir à l'international. Et la femme de Jean-Yves Le Drian, Maria Babillo, a beau être espagnole, elle le sait mieux que personne et elle a longuement prévenu son mari avant qu'il parte en Angleterre rencontrer Theresa May, mon chéri. Surtout, on n'attrape pas froid. La Grande-Bretagne, c'est pas l'Espagne. Alors, tu mets ta doudoune qui brille, tu serres tes petits poings pour pas qu'on voit que les manches, elles sont trop longues. Et surtout, chérie, tu souris. On voit toutes tes dents. Et on va voir que toi. Et après, ils vont t'appeler Jean-Yves Le Brillant. C'est mignon. Qui a dit que l'hiver était rude? Bien. Oh, Astérix. Make France great again. Pendant que le personnel pénitentiaire faisait des feux de joie, feux qui chantent devant les prisons pour dénoncer les agressions, la surpopulation et leurs faibles augmentations, Emmanuel Macron recevait 140 grands patrons du monde entier, 140 fucking global leaders in the château de Versailles, in the galerie des batailles. The place to be or not to be, that is the question. Alors on voit bien que c'est fleuri, mais pas Mérogis. Hein. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que la politique finalement, sinon de l'événementiel de luxe? Notre président donc leur a dit « Choose France ». Alors, j'en vois autour de cette table qui ont arrêté l'anglais en 5e. Choose France, ça veut pas dire chaussures françaises, même s'il les a reçues en grande pompe, ça veut dire choisis la France. Viens t'installer dans l'Hexagone, comme Toyota, comme Facebook, comme Jane Birkin. Notre meilleure ambassadrice depuis 1969. Installe-toi au pays de l'amour. Mais paye pas tes taxes au Luxembourg. Les autres pays, elles ont pas Macron. Elles ont Donald, Vladimir Erdogan ou Kim Jong. Que des cons. Ah voilà, et on termine avec des nouvelles de François, pas Hollande, l'autre. Celui que les gens aiment bien, le pape François qui a marié jeudi dernier un couple à 11 000 mètres d'altitude au-dessus du Chili. Vous le savez, c'est une première. Alors Paola est hôtesse de l'air, Carlos est steward. On ne sait pas s'ils iront à Rome pour leur voyage de noces, mais on est sûr d'une chose, ces deux navigants n'atterriront jamais à Notre-Dame-des-Landes. Merci beaucoup. Merci Madame Morano. Merci Jérôme Fourquet d'être venu sur le plateau. Il vous a donné son livre ou pas? Oui. Vous l'avez dédicacé, vous dédicacez en loge. Hein. Ah oui. On passe maintenant à notre grand témoin. Le bouge. Régulièrement mis en cause, notamment depuis la sortie de son livre « Est-il permis de critiquer Israël ?», le géopolitologue Pascal Boniface publie Antisémite pour répondre à toutes les accusations dont il fait l'objet. Mais qui est Pascal Boniface et pourquoi fait-il polémique? Voyez cette mise à jour de Dimitri Kefelec. Je mets au défi quiconque de trouver dans mes propos, et ils sont nombreux, la moindre trace d'antisémitisme. Et pourtant, je suis régulièrement accusé de l'être. Aujourd'hui, personnage controversé, Pascal Boniface, vous ne l'avez pas toujours été. Au PSU jusqu'en 1974, vous adhérez au Parti Socialiste en 1980 et êtes ensuite notamment conseiller au cabinet ministériel de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense. Pascal Boniface, on parle clairement de la capture, voire de l'élimination de Saddam Hussein. On est de plus en plus loin de l'ONU, là. Et enfin, capture-élimination, plus facile à dire qu'à faire, parce que Saddam Hussein il n'est pas quelqu'un qui va se promener librement et pour lequel on peut envoyer un commando qui ira le chercher. En 1991, vous créez votre think tank, l'IRIS, mais c'est en 2001 que vous suscitez la polémique. Ariel Sharon est au pouvoir et Lionel Jospin, un an auparavant, a été violemment pris à partie lors d'une visite à Ramallah. Voici les premières pierres. Les gardes du corps français protègent Lionel Jospin. Quelques étudiants et des enseignants tentent de s'interposer. Une chance, le véhicule de M. Jospin est blindé. Et c'est dans ce contexte que vous publiez une note interne au PS invitant le parti à condamner la politique du Premier ministre israélien
et à prendre des positions pro-palestiniennes. S'il n'y a pas de progrès, à la fois dans la vie quotidienne des Palestiniens, et puis surtout dans les perspectives à long terme d'un règlement global, et bien là, bien sûr, la contestation interne deviendra de plus en plus forte. Plusieurs personnalités quittent le conseil d'administration de l'IRIS, comme Nicolas Sarkozy ou Pierre Lelouch. J'ai quitté parce que, au fond, il invitait un parti principal français, le Parti socialiste, la gauche, à prendre des positions politiques sur des bases ethniques et religieuses. C'est-à-dire une communauté plutôt qu'une autre communauté. Il y a effectivement la crainte d'être accusé d'antisémitisme dès que l'on critique le gouvernement israélien. Critiquer la politique du gouvernement israélien, tous les Israéliens le font tous les jours. On aimerait avoir la même liberté en France. Et on n'a pas la même liberté. On aimerait avoir la même liberté en France. Il est plus difficile en France de critiquer le gouvernement israélien sans retour de bâton. Pascal Boniface a eu une mauvaise expérience. Il a écrit un livre, Fait-on critique Israël. En 2003, vous en remettez donc une couche en publiant « Est-il permis de critiquer Israël ?» Si vous saviez le nombre de responsables ou d'intellectuels qui disent « Mais tu sais, sur le conflit israélo-palestinien, je partage exactement ton avis, mais jamais je le dirai en public. » Vous n'êtes plus en odeur de sainteté chez les éléphants du parti. Dominique Strauss-Kahn vous critique ouvertement. Vous quittez le Parti socialiste. On fait une confusion entre antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien, ce qui sont des choses tout à fait différentes. Ce mois-ci, vous sortez Antisémite, un récit autobiographique dans lequel vous racontez les événements qui vous ont conduit à être parfois perçus comme tels. Mais ce livre suffira-t-il à éteindre les polémiques ? Et voici Pascal Boniface. Bonsoir, monsieur. Venez, prenez place. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chercheur en géopolitique, vous êtes professeur, vous êtes directeur de l'IRIS, donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous avez été membre du PS et vous êtes passionné par Léo Ferré et par le football. Pour Éric Nolot, c'est vraiment très important. C'est 2 bons points pour lui. 2 bons points. Moi, ça. Vous publiez Antisémite, puisque c'est l'accusation portée contre vous. Et vous avez écrit dans votre avant-propos, alors comment en est-on arrivé là? Je vous cite. Comment un universitaire français peut-il être accusé en dehors de toute réalité d'un des plus graves crimes intellectuels? Cet ouvrage a pour but d'y répondre. Avez-vous réussi? C'est l'apostrophe d'Éric Nolot. Alors, mon cher Pascal Boniface, le problème que soulève votre livre peut être résumé en 2 phrases. L'une extraite de la préface que Michel Vivorca donne à votre livre. Oui, le débat dérape constamment en France dès qu'il est question de l'islam, des musulmans et des juifs, rappelle-t-il d'emblée. Et l'autre tiré du premier chapitre de votre essai, je vous cite. Au-delà des relations privées, être considéré comme antisémite est très certainement le motif d'exclusion des sphères publiques le plus puissant en France. Alors dérapage et exclusion des sphères publiques, du moins tentative d'exclusion dans votre cas, c'est ce qui advint lorsqu'en 2001, vous avez rédigé une note destinée à Henri Nalès, secrétaire international du PS, et de François Hollande, alors premier secrétaire, note intitulée « Le Proche-Orient, les socialistes, l'équité internationale, l'efficacité électorale », qui vous valut immédiatement un déluge d'accusations d'antisémitisme, quantité de menaces de mort parfois, et quelques manœuvres pour vous éjecter de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, que vous avez pourtant fondé. Le texte intégral de la note est fourni à la fin du volume, et on a beau scruter jusqu'à la moindre virgule, impossible de comprendre ce qui a bien pu justifier pareil déchaînement, impossible de comprendre comment certains ont pu en déduire que vous proposiez au PS de prendre ses distances avec Israël pour ne pas s'aliéner le vote beurre, ou, exprimé en termes plus directs, de lâcher les Juifs pour les Arabes parce que ces derniers sont plus nombreux et qu'ils pèsent davantage électoralement. Même si l'on peut bien entendu discuter tel ou tel point de votre argumentaire, tout lecteur de bonne foi parviendra à la même conclusion. Pas plus que dans le reste de vos écrits, on ne saurait trouver dans ces lignes, les lignes de la Tribune, la moindre trace d'antisémitisme. Reste donc à déterminer comment, sur des bases inexistantes, est né le cas Pascal Boniface. Alors dans ce but, vous vous en remettez à la plus noble des voies, celle de la raison, de l'argumentation. L'avenir nous dira si elle fut aussi la plus efficace. Après une brève autobiographie intellectuelle, vous évoquez de manière très synthétique les évolutions du contexte géopolitique et leurs répercussions dans les débats français autour du dossier israélo-palestinien. Et vous vous efforcez par ailleurs de mettre en évidence des éléments d'explication complémentaires, en estimant notamment qu'il y a bien un clivage, mais non pas entre les juifs et les autres, mais entre les communautaristes
et les universalistes. Non seulement le communautarisme aurait selon vous gagné du terrain parmi les juifs de France, mais ce communautarisme prendrait désormais la forme d'une défense inconditionnelle d'Israël dont toute contestation serait perçue comme relevant d'un antisémitisme ouvert ou dissimulé. Dès lors, le journaliste d'un organe néoconservateur n'hésite pas à forger le terme de bonifascisme, étant entendu, riez-vous jaune, que seul un fasciste peut critiquer le gouvernement israélien. Alors au sein de ce phénomène collectif, certains individus ont joué un rôle particulier dans le but de vous mettre à l'index, sans que l'on sache toujours ce qui entrait chez eux d'ignorance, de calcul, de malveillance ou de simple malhonnêteté intellectuelle. On reste tout de même stupéfait devant certaines contre-vérités proférées par Bernard-Henri Lévy, souvent à la manœuvre contre vous, ou par Frédéric Ancel, et un peu surpris que vous ne leur en ayez pas demandé compte devant un tribunal. Et il demeure quelque chose d'énigmatique dans l'attitude à votre endroit de Manuel Valls, autrefois membre du conseil d'administration de l'IRIS, que je citais tout à l'heure, et longtemps votre soutien officiel, Malek Bouti et Frédéric Aziza complétant sans trop de surprise ce casting de détracteurs. Et même si vous concluez modestement « j'ai été la mauvaise personne tombée au mauvais moment, au mauvais endroit », Antisémite constitue de manière beaucoup plus ambitieuse un précieux document sur quelques-uns des débats qui agitent notre époque et sur les méthodes de certains experts en manipulation et désinformation. Mais avant d'en venir au cœur de votre sujet, il y a quelque chose qui m'a arrêté dans votre livre, c'est que vous prenez avec beaucoup de pincettes, c'est bizarre que je parle de ça maintenant parce que ça a été le thème du précédent débat, le vote communautaire. Vous dites, en fait, il est assez exagéré, assez fantasmé. Or, les dernières études montrent que ce vote communautaire existe de plus en plus, que les gens votent de plus en plus, je ne parle pas seulement du vote catholique, je parle du vote des juifs et des votes des musulmans, sur une base communautaire. Vous n'avez pas l'air de le croire, ou en tout cas, vous ne le prenez pas en compte. Si, et c'est vrai que c'est de plus en plus vrai. C'est que ça se renforce, mais surtout, je crois qu'il est plus important dans la perception des politiques que dans la réalité. Je connais plein de politiques qui parlent du vote juif en privé, qui n'en parlent pas en public, parce qu'ils ont peur de se faire coincer. Et donc, il est très souvent surreprésenté par des politiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont des relations souvent qu'avec les institutionnels, pas tellement avec la base. Et les institutionnels déforment la voix de la base. Et je dirais que les représentants institutionnels de la communauté juive déforment encore plus, de plus en plus, la voix de la base qu'auparavant. Même s'il y a effectivement, pour de multiples raisons, une communautarisation de plus en plus forte de la communauté juive française. Mais comment vous expliquez ce glissement par rapport à Israël? Parce que il y a un juge de paix, quelque chose qui donne un peu le ton, c'est l'évolution du CRIF par exemple. Oui. Il y a quelque chose qui a changé entre Théo Klein et Roger Kuckerman, c'est plus du tout le même rapport à Israël maintenant. Mais c'est plus le même Israël non plus. Oui, alors voilà, comment vous expliquez? C'est la communauté qui a changé, c'est Israël qui a changé? Les deux, c'est que dans les années 90, c'était le processus de paix, il y avait les accords d'Oslo, on y croyait, on pouvait peut-être avoir des illusions. Et moi j'ai eu des illusions, parce qu'en 93, après la signature des accords d'Oslo, j'étais persuadé que la paix allait survenir. Je me suis lourdement trompé. Mais en tous les cas, l'assassinat de Rabin a tout fait capoter. Mais dans les années 90, on pouvait encore avoir l'illusion que la paix allait survenir. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Mais du coup, c'est également plus difficile de soutenir Netanyahou ou le gouvernement actuel israélien qui est quand même de droite et d'extrême droite. Ce même gouvernement en Europe, on s'en écarterait dans la composition politique. Les mêmes qui disent lutter contre l'extrême droite en France ne disent rien sur le fait que l'extrême droite ouvertement raciste est fortement présente dans le gouvernement israélien. Et comme c'est de plus en plus difficile de défendre ce gouvernement, eh bien la réplique c'est de dire que ceux qui l'attaquent ne font pas une critique politique ou stratégique, mais sont antisémites. C'est une sorte d'argument massu, de rayon paralysant du débat critique pour faire taire les gens. Et ça marche plutôt bien. Alors, moi je suis... je vais d'abord faire comme les vieux marxistes, vous savez. Je vais vous dire... Vous êtes. Parce que si vous m'avez lu comme je vous lis, vous savez que j'ai moi-même beaucoup critiqué et la communautarisation juive française et l'attitude du CRIF et les dîners du CRIF. Si vous m'avez lu là-dessus, vous savez tout ce que je pense. Bon. Et aussi la sionisation des juifs français. D'ailleurs, je tiens à vous reprendre. Moi, je ne suis pas un juif de France. Je suis un Français de confession juive. Et j'en ai assez qu'on appelle juif de France. On ne sort pas de la planète Mars. Hein. On est Français avec une religion. Ça, c'est une parenthèse. Donc, si vous voulez, là-dessus, je vous suis à 10 000%. Je ne vous suis pas sur l'analyse que vous en faites, parce que je pense que vous privilégiez le temps court sur le temps long. En vérité, le basculement date de la guerre des 6 jours. Avant la guerre des 6 jours,
Vous savez, c'est le mot de Romain Gary à qui on dit qu'est-ce que vous pensez d'Israël, 77, et qui dit Garde des 6 jours. comment Garde des 6 jours 1967. 67. Romain Gary à qui on dit qu'est-ce que vous pensez dans les années 50 et qui répond c'est un pays intéressant, mais moi mon pays étranger préféré c'est l'Italie. Réponse que je prends tout à fait à mon compte. Et à partir de 67, il y a une identification des Juifs français, des Français juifs vers Israël, et il y a tout un travail qui d'ailleurs se lie à mai 68, mais bon, passons, j'ai écrit là-dessus, on n'en parle plus. Maintenant, il y a un deuxième, là où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis, ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout, ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. Tout ça est un leurre. Et vous voir, vous, un être rationnel, un géopolitologue, s'enflammer pour des chimères, alors moi, ça me laisse sur le cul. Je vais vous répondre sur 2 points. D'une part, est-ce qu'il y a un peuple palestinien, il a été forgé par l'occupation, s'il n'existait pas auparavant. Mais vous reprenez leur propagande. Et c'est une réalité, en tous les cas, demandez-leur comment ils se sentent, ils vont pas dire qu'ils se sentent égyptiens ou jordaniens. Mais même les petits arabes dans les banlieues, ils se sentent palestiniens. Non, ils se sentent en solidarité avec les Palestiniens, c'est différent. Et sur mon obsession, sur ce qui est souvent reproché, et ça m'étonne que vous fassiez cela, Aziza m'a reproché mon obsession israélienne. Non, pas israélienne, moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ou proche-oriental. Le sujet. Merci. En tous les cas, lui, ce n'est pas votre cas, mais ceux qui me reprochent cela sont eux-mêmes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais si vous lisez ce que je lis, ma production en entier, toutes ces questions-là ne prennent que 10 à 20% de mon temps, pas plus, ou de la production. Pourquoi vous revenez tous enfin là-dessus? Parce que ça fait 16 ans que je suis dans les tourments, que mes enfants soient attaqués, donc j'ai envie un peu de me défendre aussi, et pas de laisser les autres et raconter mon histoire. Si vous-même étiez, enfin vous l'êtes attaqué aussi, donc je ne vais pas me faire ça. Mais quand on est au point que votre gamin qui va à un embauche de travail, on lui ramène mes écrits, etc. Moi, mes enfants, on leur parle toujours de ce que je dis et ce que je fais. Donc je connais. Je voulais au moins me réapproprier mon histoire. Mais une fois encore, Eric, lorsque vous voyez tout ce que j'écris sur un tas de sujets. On me ramène souvent à ça, et de temps en temps, à force de recevoir 10 baves, j'en rends une. Mais je ne pense pas que, faites le compte de mes bouquins, le compte de mes déplacements, le compte de mes interventions, etc. Je suis très souvent sollicité sur ça, j'en refuse beaucoup, parce que je ne veux pas justement tomber dans cette obsession, ne pas tomber dans le piège qui m'est tendu. Mais une fois encore, de temps en temps, il faut se défendre et ne pas laisser passer des attaques qui sont ignobles. Mais c'est curieux qu'Éric Zemmour soulève le point de l'obsession, parce que je vous ai lu. Non, quand je dis obsession du sujet. Oui, l'obsession du sujet. Non, mais moi j'ai bien compris. Et c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, au fond, je rends grâce à Dieu de ne pas faire partie ni de la communauté juive, ni de la communauté musulmane, parce que il est devenu, dans ces deux communautés, de plus en plus difficile de penser en dehors des injonctions communautaires. Parce que dans les deux camps, il y a des gens qui viennent vous rappeler que vous n'êtes pas dans le discours qu'il faut et qu'il va falloir en changer. Et c'est vraiment à égalité dans les deux camps. Il y a une police de temps en temps, tu me plains. Exactement. Et je rends hommage à Zemmour là-dessus, qui n'est absolument pas dans ce truc. Après, ça c'est la première chose dont je rebondissais sur ce que disait Zemmour. Ensuite, dans votre livre, il me semble qu'il y a quand même un élément que vous minorez. Parce que la solidarité des Français juifs avec Israël, elle s'explique aussi quand même par la persistance de l'antisémitisme qui continue de s'exprimer en parole et en acte. Et donc Israël est de plus en plus vu comme un sanctuaire où là, au moins, on est un peu à l'abri, paradoxalement, puisque c'est quand même un lieu où sévit le terrorisme. Et peut-être, il me semble que vous le minorez. Non, je ne minore pas, je ne nie pas l'existence de l'antisémitisme, mais Éric Zemmour faisait un temps long un rappel historique. Comparer l'antisémitisme en France aujourd'hui à celui dans les années 60 ou, bien sûr, auparavant. Donc l'antisémitisme en France, il est pire aujourd'hui que dans les années 60. Ah non, il est résiduel. Ah non, je suis pas d'accord. La rumeur d'Orléans ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Mais la rumeur d'Orléans, c'était que dalle. À côté de ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus un juif dans les lycées publics en banlieue parce qu'ils se font casser la gueule. Il y avait des propos publics
qui était antisémite, qui passait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une parole antisémite disparaît de la scène publique et c'est fort heureux. Donc il y a un antisémitisme résiduel que je ne nie pas. Non. Il y a une peur des juifs. Là, vous avez mais tort. l'antisémitisme comme facteur social dans l'espace politique, dans l'espace médiatique et dans l'espace public, il n'existe plus. Monsieur Boniface, on va serrer les problèmes parce que c'est important ce que vous dites. Il y a eu une parole antisémite libre dans les années 1898, affaire Dreyfus, et les années 30. Jusqu'aux années 60. Attendez, je ne suis pas d'accord. Dans les années 60, c'est déjà une queue de comète. C'est-à-dire, en fait, ça n'existe plus, et il y a certains qui croient que ça existe encore. Mais en fait, ça n'existe plus, parce que, comme disait le mot, vous savez, de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Maintenant, là où vous vous trompez complètement, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, qu'on devrait appeler antijudaïsme, puisqu'il vient des enfants de l'immigration arabo-islamique qui sont aussi des sémites. Donc c'est de l'antijudaïsme. Il n'est pas résiduel. Vous m'excuserez. Il est aujourd'hui dominant dans d'innombrables endroits en France. Et je vous répète, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un enfant juif dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles publiques en France, dans la Seine-Saint-Denis. Si vous appelez ça résiduel, moi j'appelle pas ça résiduel. Aujourd'hui, il y a soit les juifs qui émigrent de la banlieue vers les quartiers bourgeois parce qu'ils sont plus tranquilles, ou alors ils vont vers ce que j'appelle le périphérique du pauvre, c'est Israël. Voilà la situation. Ne parlez pas d'antisémitisme résiduel. Réponse. Quand vous regardez le nombre de violences antisémites, elles sont... Le chiffre oscille entre 300 et 600 par an, qui comprend les violences physiques, les injures, etc. Donc c'est moins qu'auparavant. Et il y a en fait, il y a quand même moins de violences antisémites qu'auparavant. Alors qu'il y a un climat effectivement dans les banlieues, mais cherchons les causes. En grande partie, c'est quand même d'une part l'importation du conflit du Proche-Orient, deuxièmement le sentiment d'un deux poids deux mesures. C'est faux. Et donc, excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Peut-être, bien sûr, vous avez le droit. Dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un antijudaïsme héréditaire. Alors, vous contredisez. Si c'est dans le Coran, pourquoi c'est montant? Parce que le Coran, il n'a pas changé. Mais parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Non, mais enfin, en tous les cas, non, mais ce sont les conditions sociopolitiques qui ont changé. C'est pas le texte du Coran. Mais je suis pas le texte du Coran, il est le même. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est votre droit, c'est votre émission. Mais en tous les cas, mais vous êtes mon invité. En 1492, les Juifs sont partis dans l'Empire ottoman pour être protégés. Et le Coran existait déjà. Donc, on ne peut pas dire que c'est le Coran qui explique l'antisémitisme. Cher Monsieur Boniface, vous confondez tout. Ils sont partis dans l'Empire ottoman parce qu'il y a dans l'islam un statut de dhimmi. C'est-à-dire qu'ils payaient une taxe, ils payaient un impôt. Comme les chrétiens. Et ils étaient protégés par... actuelle. Ah non, mais c'est très important ce qu'il dit. C'est bien, mais... Aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'il n'y a plus de calife et qu'on ne paye pas encore de dhimmi. Donc, l'antisémitisme spontané, vous savez qu'en arabe, quand on dit un âne avance, on dit avance juif. Ça existe. C'est l'histoire du monde arabe, Monsieur Boniface. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous essentialisez les choses, c'est pas dans le texte du Coran, ce sont des conditions politiques et stratégiques aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, là où je vous donnerais tort sur un point, c'est que la diminution des actes d'antisémitisme ne correspond pas à un recul de l'antisémitisme, mais correspond au fait que les gens sont de moins en moins en contact. Merci. Parce que c'est des zones qui deviennent homogènes. Bon, voilà, je vois dans mon quartier de Belleville, les gens, la population change. Donc effectivement, quand vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous n'avez pas l'occasion d'exercer des violences ou qu'il y ait des incidents moins graves. Après, je voudrais vous interroger sur autre chose. Je voudrais pas faire à autrui le mauvais procès qu'on vous a fait, mais je voudrais avoir votre opinion sur la fameuse note de Terra Nova, qui, elle, prend en compte vraiment des éléments électoralistes et dit il faut que la gauche abandonne son électorat traditionnel, c'est-à-dire les classes populaires, en tout cas les classes populaires qui votaient. C'est un think tank proche du PS, très proche du PS, qui dit maintenant il faut s'adresser aux minorités. Donc eux, ils sont dans ce qu'on vous a reproché faussement, c'est qu'ils sont dans une démarche électorale. Alors c'est pas juifs et musulmans, mais c'est l'électorat populaire contre les minorités. Est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie électorale? Elle est perdante apparemment. Si je vois l'état du PS, c'est que je déplore que le débat sur l'identité prenne le pas sur le débat sur les questions sociales. Et beaucoup de gens qui se disent de gauche ne parlent que des questions sociétales et ont oublié complètement les questions sociales. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont perdu les élections. Donc, vous pensez que non seulement c'est infondé électoralement, mais même infondé moralement? Moralement, oui. Il y a quand même encore des classes sociales, il y a quand même des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, il y a quand même des familles monoparentales qui ont du mal à s'en sortir, et il serait peut-être temps de s'en occuper. Monsieur Boniface, une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec vous sur les deux points. Quand vous dites c'est une stratégie perdante, c'est faux. Elle a gagné avec François Hollande.
qui a eu l'alliance exactement réclamée par Terra Nova, c'est-à-dire les femmes urbaines diplômées, les enfants de l'immigration dans les banlieues. Ça a marché un coup. Ah oui, ça a marché un coup. Ça a marché un coup, et c'était aussi le rejet quand même du président sortant. Évidemment, on est d'accord. Et ça a marché avec Obama. Et d'ailleurs, Hillary Clinton a retenté le même coup, mais elle a échoué. Non mais parce qu'elle n'a pas réussi à mobiliser ces fameuses minorités. Maintenant, quand vous dites il y a encore des questions sociales, etc. Oui, il y a encore des questions sociales. Mais ce que, et vous êtes bien un représentant de la gauche, ça ne m'étonne pas que vous disiez ça. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le social n'est plus le prééminent. On n'est plus en 1848. Aujourd'hui, les ouvriers blancs ne voteront pas comme les ouvriers arabo-musulmans, que ça vous plaise ou non. Les uns vont voter Front National, les autres vont voter Mélenchon. Non, mais c'est fondamental. Oui. Ça veut dire que l'identitaire est prééminent. Et ça, mais je sais que ça vous embête à tous les deux, mais c'est la réalité. C'est pas le sujet de mon bouquin. Je veux juste revenir au sujet. Je sais que c'est pas le sujet de votre bouquin, mais c'est quand même... Non, je veux juste revenir au sujet de... C'est pour dire que Terra Nova, ça marche, c'est ça que je voulais dire. J'allais dans ton sujet. Moi, je voudrais juste que vous finissiez quand même en personnalisant un peu le débat, parce qu'on est un peu surpris, certes, il y a un climat général, mais on est un peu surpris de l'activisme et de la malveillance de certaines personnes à votre endroit. Je voudrais juste que vous nous disiez le plus franchement possible par quoi vous pensez qu'ils sont mus. Alors, certains par le fait qu'ils sont missionnés. J'ai attaqué Israël, ils se pensent qu'ils se sont les avocats, les défenseurs d'Israël. Et effectivement, d'ailleurs, je trouve un peu curieux que quelqu'un comme BHL, pour ne pas le nommer, appelle régulièrement à me boycotter. Il veut pas qu'on boycotte les produits israéliens en provenance pour le marché européen ou français. Par contre, boycotter un compatriote et l'interdire de parole, parce que c'est bien de ça dont il est question, ça le gêne pas du tout. Mais bon, il a table ouverte partout, il peut le faire. Et d'autres, effectivement, Frédéric Ancel n'arrête pas de m'attaquer. Tous ces gens qui s'estiment avocats d'Israël m'attaquent régulièrement, Frédéric Aziza aussi, parce qu'ils pensent que je suis l'homme à abattre. Est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes ou est-ce que c'est un travail collectif? Je ne veux pas le savoir. Mais en tous les cas, ils se concertent. Et puis, plus encore que ça, parce que ça, c'est les militants actifs. Mais ce qui me choque le plus, c'est ceux qui agissent par lâcheté, qui s'écartent de moi parce qu'ils ont peur d'être pris dans la tourmente. Et qui soit seraient d'accord avec moi en privé, soit en tous les cas, je veux dire, la lâcheté m'écœure autant que l'activisme militant pro-israélien. Et il y a un peu les deux. Moi, ce que je voudrais... Ah, c'est fini, Je suis navré. Non, mais pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Donc, voilà. C'est sur la fin, alors. Sur la fin. Finissons là-dessus, effectivement. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Je rappelle le titre de votre livre Antisémite chez Max Milo. Vous restez avec nous, car c'est l'heure de la polémique. Le président Macron va-t-il faire tomber le tabou du cannabis? Faut-il assouplir les sanctions contre les fumeurs? Avant d'en parler avec la sénatrice marseillaise Samia Ghali, voyez ce qu'en dit la classe politique. Moi, j'appelle à un grand débat national sur le cannabis. La France a comme particularité d'avoir le principe de sanction sur l'usage du cannabis parmi les plus élevés d'Europe. Le résultat est qu'on a un taux de consommation qui est particulièrement élevé et là encore peut-être un des taux les plus élevés que nous connaissons en Europe. Je suis contre la dépénalisation, mais je suis pour des amendes forfaitaires délictuelles. Merci Samia Ghali. Bonsoir madame. Vous êtes hyper dissipé là. Bonjour. On vous a mis OCB, Billy the Kick. C'était un petit clin d'œil. Bonsoir Samia Ghali, vous êtes sénatrice PS des Bouches-du-Rhône. Tout à l'heure avec Abba Ventura, on va parler de Marseille. Mais auparavant, pour vous qui avez travaillé sur le dossier, moins sanctionner les fumeurs, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non, il faut sanctionner les consommateurs de cannabis. Moi, je suis pour la sanction. Une sanction avec une amende lourde. Parce que je pense qu'un fumeur d'abord de cannabis, c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, a besoin aussi d'être suivi, d'être soigné. Parce que c'est beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui fument du cannabis aujourd'hui sont addicts. Même s'ils ne veulent pas le croire, mais ils sont addicts, parce que quand on a besoin de fumer son cannabis le matin pour aller travailler, et quand on a besoin le soir pour dormir, c'est que quelque part on a besoin de... Une amende ou une contravention?
Parce que la contravention, c'est dépénaliser. Ah non. Je suis contre la dépénalisation, je suis contre la légalisation. Mes positions sont claires et je ne changerai pas. Donc une amende forfaitaire. Voilà. Une amende qui met une amende. Je ne suis pas convaincue qu'il faut les envoyer en prison. Moi, je ne sais pas pourquoi on envoie les abords. Voilà, je sais pas. Et plus, ça serait idiot et c'est pas un but en soi. Mais par contre, il est clair qu'il faut qu'un fumeur de cannabis, faut qu'il comprenne. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que, vous voyez, il y a les campagnes de publicité pour dire que la cigarette, ça nuit à la santé. Ben, ça serait bien de le faire aussi pour le cannabis, parce qu'on a un sentiment presque que c'est... Ben oui, mais pour replacer le débat, Eric, on a préparé une petite slide. Et je vais dire comme ça, et dire aussi que aller acheter du cannabis, ça nuit à des gens qui vivent dans des quartiers, parce qu'on est en train de, malheureusement, de les mettre dans des prisons à ciel ouvert. Ouais, on va en parler. Alors, la slide, c'est donc, enfin, le petit carton qu'on vous a préparé, c'est 17 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis, 139 683 interpellés pour usage de stupéfiants en 2016, c'est-à-dire, il y en avait quand même 14 500 en 1990, donc ça a beaucoup augmenté, et surtout, pour les forces de l'ordre, c'est plus d'1 million d'heures de procédure. Donc c'est ça le problème en fait aussi. C'est à la fois un problème de santé publique et c'est aussi pour désengorger les prisons, le travail de la police, etc. Je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il ne faut pas tomber non plus dans l'angélisme. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi on parle de la question du cannabis? Et pourquoi la dépénalisation, la légalisation ne réglerait aucun problème en termes de stupéfiants et en termes de trafic? Parce qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, malheureusement, il y a le cannabis et la cocaïne sont au même niveau. Il y a la vente de cocaïne aujourd'hui en France et qui est aussi un produit qui est énormément consommé par les Français. Mais ça pose aussi un problème de santé publique. C'est pourquoi les Français ont tant besoin de consommer tout ça. Non, mais c'est une vraie question. On est le premier pays au monde. C'est une vraie question sanitaire dont personne ne veut. C'est le premier pays au monde pour les antidépresseurs. Posons le problème de manière globale. Sauf que si demain, vous, dans votre émission, vous arrivez en ayant bu, en étant alcoolique, là. Voilà, vous arrivez... Ce qui arrive, vous avez remarqué, ça arrive. De temps en temps, il faut bien l'avouer. Ça passe plus vite, franchement. Avec Zemmour, je suis obligé de boire. Je peux le comprendre. Oui. Mais je dis juste, imaginez, votre employeur va vous dire, vous êtes bien gentil, hein, mais bon, demain, tu vas rester à la maison parce que ça ne va pas le faire. Le problème, c'est que si vous avez fumé 3 pétards, on ne va pas le voir. Moi, je peux vous retourner l'argument. Vous avez parlé des cigarettes tout à l'heure. Vous parlez d'un produit qui est vendu avec des images de plus en plus monstrueuses, avec les dégâts que provoque le tabac. D'ailleurs, c'est bizarre parce que cette vision d'image insoutenable est aussi offerte aux non-fumeurs. On est obligé de subir ça, en plus des nuisances des fumeurs. C'est-à-dire que vous avez... le beurre et l'argent. Non, mais c'est la double peine pour les non-fumeurs. J'ai jamais fumé une cigarette, ni même un joint. Mais moi non plus. Alors que Zemmour... Alors que Zemmour a fumé. Il a déjà dit, donc je ne balance pas, il l'a déjà dit ici. C'est pour ça, on voit le résultat. Il y a des neurones. Donc vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a un produit qui peut être vendu librement, dont est exposé les conséquences les plus terribles, et puis il y a un autre, le cannabis, pour vraiment, voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer... Non, mais il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans fumer. Oui, mais la différence entre une cigarette et un joint, c'est quoi? C'est que la cigarette, quand vous la fumez, elle vous fait du mal... Elle fait du mal à la personne qui la fume, directement. Le problème du joint, c'est que vous avez des gens qui conduisent des poids lourds, qui gardent des enfants, qui s'occupent de personnes âgées, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont policiers, qui sont tout ce que vous voulez. Ces gens-là, qui sont censés justement assurer votre sécurité d'une certaine façon, ou en tout cas ne pas vous mettre en insécurité, et qui fument des joints. Donc la différence, quand vous fumez une cigarette, vous mettez personne en danger dans le sens où vous ne... Non, mais dans le cadre du travail, quand vous avez fumé votre cigarette, maintenant c'est interdit dans les lieux publics, donc ça règle quand même tant mieux, ça a du bien aussi, du bon. Mais en tout cas, si vous fumez chez vous, vous avez fumé votre cigarette, vous m'apportez aucun préjudice, si ce n'est... Oui, mais il faut tout vérifier, les antidépresseurs, si vous arrivez au boulot sous antidépresseurs... Ah, mais certainement, peut-être aujourd'hui. Mais d'ailleurs, les extasies sont aussi vendues. Vous savez, il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui sont pétés le soir, et le lendemain, qui se font un rail de coque pour être en forme, pour aller travailler. Hein. Oui. Voilà. Donc, et ça, malheureusement, c'est une réalité aussi. Alors, moi, j'aimerais comprendre le sens de ce débat. Je m'explique. Non, mais c'est vrai, je vous écoute. Hein. Pas de souci. Je vais vous éclairer. Il ne fallait pas fumer ce matin. Mais je ne comprends pas très bien. Parce que quand on parle de dépénalisation, etc., ça fait 30 ans, 40 ans que le débat revient régulièrement. Comme le bac.
Exactement comme le bac. En général, c'est le journal Libération qui fait des grandes unes en disant il faut dépénaliser. Puis c'est les marronniers de Libé, ça. Donc, en fait, ça fait très longtemps qu'il n'est plus pénalisé. Il faut arrêter de se cacher les yeux. Personne n'est arrêté. On est d'accord. Je vous dis que ça, c'est 1 million d'heures de travail pour les policiers et 139 680 n'est arrêté parce qu'ils fumaient des joints. 1 million En vérité, c'est parce qu'ils arrêtent. Ils essayent d'arrêter. Ils essayent, ou ils font semblant, d'arrêter ceux qui trafiquent. Non, on ne peut pas dire qu'ils font semblant quand même. Arrêtez. Non, là, c'est pas possible. La police, elle fait pas semblant. Non, les chiffres que j'ai, c'est pour usage de stupéfiants. Non, je vous assure que non. Là, pour le coup, la police fait pas semblant d'arrêter. Mais la justice fait semblant de les condamner. Chez la justice, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la police fait pas semblant de les arrêter. La police a des ordres pour les laisser le plus souvent tranquilles, parce que, si vous voulez... Je vous assure que c'est pas la réalité du terrain. Non, je vous assure, ça franchement... C'est pas ce que disent les flics. Excusez-moi, les flics me disent le contraire. Alors ils viennent, ils savent très bien que soit ils viennent et ils savent que les juges vont les libérer assez vite, soit de toute façon ils n'ont pas envie de provoquer des émeutes, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces caïds de la drogue, ils sont illégaux pour nous, mais pour l'ordre de ces quartiers-là, ils sont la police. C'est-à-dire qu'ils sont la force de l'ordre. Non, ils ne sont pas les forces de l'ordre. Ils sont des gens qui, excusez-moi, mais ils sont les gardiens de prison en ce moment qui font grève. Ouais. Ben, eux, ce sont les gardiens de prison des habitants qui vivent dans ces quartiers. Ouais, mais sauf qu'à la différence, c'est que ces gens-là, non, mais sauf que non, je dirais pas ça comme ça, parce que pour le coup, je vais encore plus vous choquer, Madame Galli. Je vais encore plus vous choquer. Vous savez que... Ne me dites pas que ces quartiers vivent grâce à ça. Ne me dites pas ça, parce que ça, c'est nul. Est-ce que vous savez, Madame Galli, mais vous le savez très bien, mais vous faites semblant de ne pas le savoir, que dans ces quartiers-là, les grandes surfaces sont payées en liquide. Et vous savez très bien que les loyers HLM sont payés en liquide quand ils sont payés. Ça vient d'où, cet argent ? Je ne sais pas, là vous dites des choses qui d'abord en France on ne peut pas payer, vous savez quand même qu'on ne peut pas payer de plus de 1 000 euros. Dans les grandes surfaces on ne peut pas payer plus de 1 000 euros, c'est la règle, c'est la loi. Mais les loyers sont inférieurs à 1 000 euros. Si le bailleur prend des loyers, c'est au bailleur à demander des comptes, comment il fait pour récupérer des loyers en espèces, parce que moi je ne sais pas comment ils font, parce que censément ça ne peut pas exister normalement. Mais bon, ce que vous dites là, je vais le faire vérifier, parce que moi quand je ne sais pas, je préfère vous dire je ne sais pas, mais je garantis que j'apporterai la réponse quand même. Vous savez que quand il y a attendez, je finis. Quand il y a des descentes de flics, les grandes surfaces ne sont plus... Il n'y a plus personne dans les grandes surfaces. Et les loyers ne sont plus payés. Ça vient d'où ? Mais je ne sais pas où c'est que vous avez... Franchement, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Dans le monde du réel, madame. Non, mais ça je crois que vous êtes dans un plateau télé. Non, ne me faites pas le bruit du plateau télé, ça marche pas. Non, je vous assure... Si, alors moi je vous le dis. Non, ça marche pas. Vous savez, je vais vous dire. J'ai des informateurs policiers. Ils sont bidons, vos informateurs. Moi, je vous le dis, ils sont bidons. Et moi, je vais vous dire, au lieu d'avoir des informateurs, venez. Venez. Non, mais moi, je peux plus venir dans certains beaux quartiers. Mais pourquoi vous ne pouvez pas venir? Non, je vous garantis, vous pouvez venir. Il faut une protection policière. Il n'y a pas besoin de protection policière, vous m'avez moi. Même les pompiers peuvent plus y aller. Mais vous inquiétez pas, ça, c'est pas vrai, il n'y a pas de protection policière. Mais voyez. Mais avec vous, avec plaisir. Mais vous venez. Je viens avec plaisir. Vous allez venir, et moi, je vais vous dire une chose. Il faut arrêter de croire que ces caïds font vivre une cité entière. Si c'était ça, mais ça serait génial. Mais c'est la vérité. Entre les allocs et les caïds, vous avez 8000 personnes qui vivent dans certaines cités. C'est une ville entière où il n'y a pas de service public, où il n'y a rien. Il faut savoir qu'il y a des gens... C'est faux, il y a des services publics, madame Galli. Il y a des écoles, simplement... Non, je ne veux pas laisser passer ça, c'est faux. Mais non, mais arrêtez. Mais bien sûr qu'il y a l'école, heureusement qu'il y a l'école. Heureusement, il n'y a que l'école. Et les profs se font casser la gueule. Les pompiers, ils se font agresser. Les flics, ils se font massacrer. Et les facteurs, ils se font agresser aussi. Comment voulez-vous qu'il y ait des services publics? Arrêtez avec cette complainte des quartiers où il n'y a pas de service public. Si, c'est le débat. C'est la même chose. Je veux savoir si Pascal Boniface fume tous les jours ou pas. Non, vous ne m'avez pas laissé terminer mon explication. Non, mais il faut qu'il me laisse terminer mon explication parce qu'il a besoin vraiment de lavage de cerveau. Oui, ça je sais. Sur cette question, vous allez l'emmener. On va l'aider, on va se mettre à deux. Non, mais juste, non, parce que je veux pas que... Après, je comprends votre positionnement. Et c'est pas un positionnement. Non, mais peu importe. Ça sera votre conclusion, ça m'est parce qu'après on parle de Marseille avec Alba Ventura. Oui, mais il y a besoin, vraiment,
de comprendre que cette histoire, il faut savoir qu'il y a des gens, moi tous les jours j'ai des gens qui me disent Madame Gali, je veux partir de cette cité parce que je veux pas que mes enfants soient pris sous l'agressivité et sous l'autorité de ces voyous. Parce que ces voyous, comme vous dites, ces dealers, ben, quand ils prennent votre enfant et qu'ils l'obligent à aller acheter le coca et s'il va pas l'acheter, ben, il se retrouve tout nu dans la cité, ben, qu'est-ce que vous faites pour ces familles-là, vous? À part de dire qu'ils sont tous pareils et ils subissent aujourd'hui. Ils subissent plus que vous parce que vous en parlez sur votre fauteuil. Mais eux, malheureusement, tous les jours ils le vivent et il n'y a personne qui vient les défendre. À part, est-ce que vous tenez comme discours, ça les met encore plus en fragilité parce que ça donne le sentiment aux Français. Voyez, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les tous se débrouiller entre eux. Eh ben non, il y a des gens qui sont en détresse et croyez-moi, ils sont nombreux. Et dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont en détresse et des gens qui sont de prédateurs. Beaucoup, Samia Gali, vous restez avec nous. Voici Alba Ventura. Vous croyez que c'est à vous, mais en fait c'est la pub. Vous vous êtes déjà fait le coup. Hein. Après la pub, on reviendra sur les débats les plus violents de la 5e avec Nathalie Saint-Cric et Olivier Duhamel. Mais pour l'instant, donc, Alba, c'est la pub. Il y a tous vos ennemis, les amis, qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Non, il faut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et tous vos admirateurs aussi, Alba. Mais bien sûr, c'est à vous, Alba. Et on va parler des municipales. Bah oui, parce que quand c'est à vous, c'est à moi, en fait. C'est ça. Je dois vous lancer. Hein. C'est encore loin, les municipales 2020, mais ça se prépare déjà, Alba. Oui, les politiques ont déjà les mains dans le cambouis. 2020. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, bah oui, Christian Estrosi, par exemple, le maire de Nice, il a déjà fait paraître un sondage qui le donne en tête au premier tour. Dans tous les cas de figure, évidemment, c'est-à-dire y compris face à son ennemi juré, Éric Ciotti. Alors, Ciotti a été interrogé sur le sondage. Il dit « Je sais pas, je l'ai pas lu. Moi, en ce moment, je suis occupé à relire les fables de La Fontaine. Je lis le lièvre et la tortue, et la cigale et la fondue. » Ils vont être bons tous les deux. Ah oui, il va falloir suivre ça. Ah oui, Nice, ça va être très drôle en 2020. En tout cas, on sait que les municipales vont être des élections à gros enjeux. Ça va être le premier grand test électoral pour Emmanuel Macron, qui vise pas moins que Paris, Lyon, Lille et Marseille. C'est pour ça qu'on entend parler... Mais non, ils sont déjà à Bordeaux. Non, en tout cas, c'est pour ça qu'on entend parler de tels ministres ici ou là. Alors, Benjamin Griveaux, qui est porte-parole du gouvernement à Paris, Gérald Darmanin, le ministre de droite du budget à Lille. Ce qui fait dire d'ailleurs à Xavier Bertrand, proche de Darmanin, oui, mais est-ce que Macron veut Gérald à Lille ou est-ce qu'il veut un bon ministre dans son gouvernement? Ben oui, ministre ou maire, il faudra choisir parce qu'il y a le non-cumul quand même. Enfin, peut-être que Xavier Bertrand n'a pas très envie que la mairie de Lille donne des ailes à son nouveau poulain, à son poulain. Vous avez oublié Marseille. Mais pas du tout Marseille, mais enfin comment pourrais-je oublier Marseille? Votre ville, Samia Gali, où votre actuel maire, Jean-Claude Gaudin, 79 ans, a enfin raccroché les gants. Il annonce qu'il va passer la main à la fin de son mandat. Alors, je note quand même qu'il avait dit qu'il préparerait sa succession, qu'il passerait la main avant la fin de son mandat. Et là, il dit finalement qu'il ira jusqu'au bout. Il l'a dit lundi soir lors de ses vœux. On ne se refait pas, hein. Gaudin, dont on dit qu'il ne veut pas de successeur. Gaudin qui a éliminé tous ses héritiers putatifs. Gaudin, comme le dit un élu marseillais, il pense que cette ville retournera à la gauche et qu'il aura été le seul maire de droite qui aura fait changer le visage de Marseille. N'oubliez jamais que c'est un prof d'histoire et qu'il aimerait lui aussi entrer dans l'histoire. Alors, Jean-Claude Gaudin dit, lui, qu'il soutiendra ses amis. Bon, jusqu'ici, il n'a désigné aucun dauphin. Et en coulisses, on raconte même que si Macron est au top dans 2 ans, il ralliera le candidat macroniste. C'est beau. Donc, alors, il dit donc, et Christophe Castaner, là? Christophe Castaner, le candidat peut-être macroniste, c'est le président du parti La République En Marche. Alors, Castaner, il dit, je prends mes marques à Marseille. Mais on sent qu'il n'a pas une envie folle, hein, quand même, d'y aller. Il ira si Macron le lui demande, il se dévouera. Comme d'hab, oui. Comme pour le parti. Il faut dire que là-bas, ses anciens amis socialistes ne l'ont jamais vraiment accueilli les bras ouverts. Mais est-ce que des amis socialistes s'accueillent à bras ouverts? Ça sera la question de notre prochain débat. C'est un prochain débat. C'est un oxymore. Non, socialiste et où à bras ouverts. Non, mais Castaner, vous comprenez, il est de Fort-Calquier. Il faudra en parler à Samia Gali. Il n'est pas de Marseille. On y va, justement. Fort-Calquier, c'est pas Marseille. C'est comme Mélenchon, il n'est pas de Marseille. Mais bon, il est député quand même. Alors Mélenchon, il ne sait pas trop sur quel pied danser, lui. Est-ce qu'il va au municipal de 2020? Est-ce qu'il va faire un nouveau tour de piste à la présidentielle de 2022?
Enfin, vous savez, il a toujours pas trouvé d'appartement à Marseille. Mais on avait pourtant fait une petite annonce avec Mais Zemmour. Oui. Mais il n'a rien trouvé. Alors c'est peut-être un signe qu'il n'ira pas. En tout cas, on n'en a pas fini avec les candidatures marseillaises, et notamment à droite, parce qu'il n'y a pas que Gaudin et ses amis. À droite, il y a Renaud Muselier, actuel président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et alors, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, verrait d'un bon œil qu'il se présente. Alors, pour le moment, Muselier dit qu'il n'est pas candidat. Mais alors, quand vous le poussez un peu, vous savez ce qu'il dit? Oh, si la vie politique ne me pousse pas à y aller, finalement, je pense qu'on va me demander d'y aller. Mais enfin, on verra, j'hésite. Mais si on me pousse trop fort, finalement, j'irai. Et il dit, moi, je suis quand même le plus capé du coin. Et puis surtout, il est Marseillais, un vrai. Il est Marseillais. C'est l'heure du climax de l'émission, Alba. C'est la question. Alba n'a pas tort. Alba n'a pas tort. Alors, Muselier, un vrai Marseillais, et Samia Ghali, une vraie Marseillaise. Vous êtes dans les starting blocks officiellement pour aller à la mairie de Marseille? Moi, je laisse Gaudin d'abord faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire tuer tous ces dauphins. Hein, vous l'avez dit. Je crois qu'il le fait très bien. À chaque fois qu'il en décide un, il est capote après. Il prend une balle entre les deux yeux. Voilà. Donc, c'est à chaque fois que Gaudin, finalement, tend la main, c'est pour mieux vous étrangler. Donc, vous êtes intéressé. Mais Marseille, c'est ma ville. Voilà, moi, c'est ma ville. Moi, c'est une ville où je suis née, où j'ai grandi. Je mourrai à Marseille, donc différence avec d'autres. C'est que moi, je mourrai à Marseille. Donc, vous êtes candidate. Donc, je dis pas aujourd'hui que je suis candidate. J'ai dit que je ne fermais pas la porte à une candidature. Peut-être je le dirai demain, certainement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, oui, mais maintenant, moi, je suis pas. Il y a la musique et tout. Oui, la musique, il n'y a pas de souci. Mais pas vous inquiétez pas, elle m'a pas encore envoûtée. Non, mais on vous sent tenté. On vous sent tenté. Je l'aime tellement, ma ville. Vous le sentez parce que ma ville, je l'aime. Oui. Ma ville, je l'aime tellement que je ferai tout ce qu'il faut pour la faire réussir. Voilà. Et que je pense que ces dernières années, malheureusement, on n'a pas tout donné pour la faire réussir. Et c'est une ville qui est extraordinaire. Quand on connaît Marseille, on ne peut que l'aimer. Et moi, je suis là-dedans. Voilà. Donc après, Marseille, c'est pas un trophée qu'on vient récupérer en se disant je viens de je ne sais où, de je ne sais pourquoi. Seulement pour récupérer un trophée de la ville, les Marseillais ne se laisseront pas faire. Voilà. Et je connais assez bien les Marseillais pour savoir que ce jeu de dupes, croyez-moi... Il faudra faire le ménage chez les socialistes marseillais. La question qui tue, Alba. Bon, allez, merci beaucoup. On passe maintenant à notre prochain débat. Merci beaucoup, Samia Ghali. Merci, Pascal Boniface, d'être passé sur ce plateau à quelques semaines du congrès du FN. Marine Le Pen parviendra-t-elle à faire oublier le crash du débat d'entre-deux tours? Avant d'en parler avec Nathalie Saint-Cric, qui a eu la lourde tâche d'arbitrer le duel, et le politologue Olivier Duhamel, retour sur les débats télévisés les plus violents de la 5e. C'est la rubrique C'était demain de Gaël Atlan. Je les connais aussi. J'en ai dans ma ville, dans ma région. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Un naufrage. À l'image de cet extrait, Marine Le Pen s'est totalement perdue. Fragilisée plus que jamais, elle tente depuis, coûte que coûte, d'exorciser ce duel si fatal. Contre mauvaise fortune bon cœur, elle préfère désormais voir la période post-débat comme celle où tout est encore possible. Emmanuel Macron a eu le mérite de mettre sa roue dans celle du Front National. La nouvelle ligne de fracture idéologique sépare désormais les postes nationaux et les nationaux dont le Front National constitue le noyau central. Revenir plus forte que jamais, quitte à revoir sa copie. Dans le cadre du retour de nos souverainetés, de la restitution de nos souverainetés au peuple français, nous avons dit que la souveraineté monétaire clôturerait le processus. Ça n'est plus en quelque sorte un... Pour renverser l'entonnoir. Une prestation ratée, voire même médiocre, peut-elle hypothéquer une carrière à jamais? En 1988, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, le président et le Premier ministre s'affrontent. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
En 2009, en pleine campagne européenne, alors que les listes d'Europe Écologie et du Modem sont au coude à coude, le débat se transforme en pugilat verbal. Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. Je trouve ça ignoble de ta part et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Résultat, la liste d'Europe Écologie passe largement devant celle du Modem. Il y a ceux qui se font déborder et puis les autres, les as de la joute verbale, ceux qui montent sur le ring pour mettre KO leur adversaire. On vous présente comme un jeune loup, mais il est dû également. Vous avez vraiment du retard, monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça, Entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de ça. Mais il y a 40 ans, l'homme au couteau entre les dents. Tapis contre Le Pen, l'avocat de la bande des 4 contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Alors le mais face ça, à face, vous ne le ferez pour pas. l'instant, vous êtes là mais face vous à ne face. le ferez pas, monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que Non, vous mais arrivez. soyez poli, mais je monsieur. peux pas être Vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, soyez poli. Vous avez dû apprendre à parler La seule depuis que différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Alors question, sur le ring cathodique, la défense est-elle la meilleure attaque ? Voici Nathalie Saint-Cricq et Olivier Duhamel. Bonsoir. Bonsoir madame. Enchanté, prenez place. Bonsoir monsieur Duhamel. Bonsoir madame. Alors madame, vous êtes responsable du service politique de France 2. Olivier Duhamel, vous êtes un des politologues les plus fins observateurs de la vie politique française. Eh bien. Vous faites déjà ricaner Zemmour. On rappelle le titre de votre excellent dernier ouvrage, Macron et en même temps chez Plon. Alors, Nathalie Saint-Cricq, avec quelques mois de recul, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ce soir-là ? Écoutez, j'ai compris, mais assez tardivement et probablement moins bien que vous, qui avez regardé la télévision, qu'il y avait une espèce de dévissage de Marine Le Pen. Moi, j'ai pas perçu la même violence que vous, pour la bonne et simple raison que j'étais assez éloignée. Pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de réalisation par définition, parce que moi je les voyais tous les deux, j'étais là. Et que vous, alors vous aviez ces espèces de 2 écrans serrés, vous aviez un son très fort, alors que moi j'avais un son normal. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'on était totalement ailleurs, nous deux, mon président Jacques Bizine et moi, parce qu'on faisait ça, on faisait un truc comme ça. Et puis on aurait pu faire n'importe quoi, ils n'en avaient rien à faire. D'ailleurs, ils ne nous regardaient jamais, jamais. Ils étaient là, comme ça. Mais vous avez voulu quitter le plateau, non ? Non, j'ai pas voulu, attendez, je suis pas folle alliée, parce que là, pour le coup, j'aurais fini à Pôle emploi. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, parce que d'abord j'avais eu assez peur avant, et qu'au bout d'un moment, comme je voyais que je servais à rien, et que même si je criais, comme en plus à la télé, le son était baissé, notre son à nous, pour pas que ce soit une cacophonie épouvantable, j'ai dit à Jacques, on ferait mieux d'aller regarder le match, parce que franchement... Non mais, honnêtement, sur ce point précis, il ne me paraît pas anormal que vous, entre guillemets, vous ne serviez à rien. Puisque ce débat, c'était entre eux. Je suis totalement d'accord, mais c'est pas une histoire d'ego. Oui. C'est pas du tout l'histoire de mon Dieu, j'aurais aimé rentrer dans l'histoire en faisant des histoires. C'est normal qu'il y ait un débat entre les deux. Il faudrait pas surtout pas il y a des règles du CSA qui sont extrêmement précises sur les choses qu'on doit dire. 2, que c'est une mission de la campagne officielle. 3, que j'avais à l'oreillette, séquence 17, séquence 19, on prend du retard. Marine Le Pen, 3 minutes de trop, Emmanuel Macron, 4 minutes au bout d'un moment. Et que je savais très bien qu'on aurait droit à la fin à la politique étrangère, ça n'intéresse personne, on ne l'a pas abordé. L'écologie, regardez. Alors qu'en fait, eux-mêmes avaient fixé leur thème. Et qu'ils ne les respectaient pas. Moi, j'aimerais poser une autre question. Alors, pardon, une autre question sur ce débat, parce que j'aimerais comprendre quelque chose. Non, sérieusement. Bon, d'accord. Non, parce que je n'ai toujours pas compris, mais j'ai trop bien compris, pourquoi Marine Le Pen s'est enfermée dans le débat économique alors qu'elle ne comprend rien à l'écononomie. C'est quand même un mystère absolu. Elle a cru, et ce que j'ai cru comprendre moi-même après de ses conseillers... Face à un type qui est inspecteur des finances, accessoirement. Elle a voulu faire un concentré de toutes les attaques qu'elle avait pu faire dans les autres émissions, parce qu'elle sait très bien que sur le temps long, elle n'est pas forcément extrêmement efficace. Donc en 30 minutes, elle a fait une espèce de melting pot, de pot pourri, appelez ça comme vous voulez, de tout, le président des... C'était pas encore le président des riches, le candidat des riches... Non mais c'est pas ça. À la limite, le candidat des riches... Mais non, mais elle a cru qu'en lançant quelque chose...
ça allait marcher. Et puis nous, on a bien vu quand même, mais il suffit de regarder le truc, que cette espèce de dossier avec des trucs découpés, stabilo bossé en jaune, certaines pages en violet, d'autres mal foutues et tout. Voilà, mais elle a pensé qu'elle allait faire une salve comme ça, et je pense également après qu'elle en a eu assez vite marre. C'est-à-dire quand on vous la voyait faire ça, ce qui est quand même intervient au bout d'1 heure et demie, je pense qu'à un moment donné, dans sa tête, elle s'est dit, voilà, c'est fini, c'est cuit, ça marche pas. Et d'ailleurs, elle se retourne physiquement vers nous, d'un air de dire, bon, bah maintenant, on va finir au plus vite. La carte blanche, elle la demande. Elle demande, Philippot demande au CSE une carte blanche pour la fin. À la fin, elle oublie d'en parler. Donc le truc part... Olivier Duhamel, elle peut se remettre d'un débat comme ça, Marine Le Pen? C'est la vraie question. Vous me permettez de dire un mot sur... Mais je vous en prie, bien sûr, allez-y. La question posée par Éric Zemmour, je crois que la réponse, il faut la regarder dans les débats présidentiels américains entre Trump et Clinton. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé que Trump n'a respecté aucune des règles du jeu, a attaqué avec une violence inouïe sur tous les fronts, et que ça a été payant. Et elle s'est dit, je suis en situation de challenger, je suis à peu près impossible d'être élu, mais je dois gagner des voix, je vais faire comme Trump. Mais la France, ce ne sont pas les États-Unis. Et chez nous, il y a quand même encore des codes, des lignes rouges, au-delà desquelles il n'est pas possible d'aller sans que ça se retourne contre vous. Donc le raisonnement de base qui était, je vais le dézinguer avec une violence inouïe, idéalement il quittera le plateau, de toute façon, en tout cas il tiendra pas ses nerfs, et je vais faire à la Trump, était une erreur profonde mais délibérée. C'était une stratégie. Monsieur Duhamel, je pense que vous la surestimez. Excusez-moi. Sincèrement, je suis sincère. C'est pas du tout ironique et c'est pas du tout pour vous taquiner. Je pense que vous la surestimez. Voilà, ça viendra après. Voilà. Je pense que... Non mais là, je plaisante pas. Je pense que vous la surestimez. Ce n'est pas, d'ailleurs... absolument d'un haut niveau de stratégie. Si, parce que Trump, pardonnez-moi, Trump, moi je pense que c'est Steve Bannon, le type intelligent dans cette histoire, mais Trump, il attaque de façon cohérente, c'est-à-dire idéologiquement, complètement. Marine Le Pen, elle attaque violemment pendant 5 minutes, mais c'est pas ça que les gens lui reprochent. Les gens lui reprochent de ne rien comprendre à ce qu'elle dit. C'est pas la même chose, excusez-moi. Pas que ça. Trump, d'abord, pas que ça. Trump, il la traite d'escroc, etc. Donc il attaque aussi sur le plan personnel. Et elle l'attaque aussi sur le plan personnel. Mais c'est pas ça que les gens lui reprochent, pardonnez-moi. Ça, c'est les élites qui le reprochent. Sauf que ça y est allé trop fort. Je vous assure que je ne crois pas. Je vous assure que je ne crois pas. Non, mais je vous dis ce que je pense, je peux me tromper. Je pense que ce qu'on lui reproche, c'est d'entamer une discussion économique avec un inspecteur des finances alors qu'elle ne sait pas la différence entre une monnaie commune et une monnaie d'élite, entre parenthèses, juste. Elle n'est pas au niveau inspecteur des finances. Donc non, elle n'est pas au niveau, tout bêtement. Non, mais elle aurait pu... Ne croyez pas, monsieur Duhamel, pardonnez-moi, les gens, même les plus modestes, estiment que ceux qui les représentent doivent avoir un certain niveau intellectuel. Certainement, mais il y a 10 000 manières de le faire sans être spécialiste de la haute finance. Je suis tout à fait d'accord, Mitterrand le faisait beaucoup mieux. Absolument, d'accord. Absolument d'accord. Une remarque et une question, c'était intitulé « Les pires débats de la Ve République ». C'est les meilleurs débats de la Ve République. Tout ce qu'on a vu, c'est un régal. Absolument. Et en fait, on regarde la télévision pour ce genre de moment. Faut pas être hypocrite, quoi. S'il se passe rien, on s'ennuie. Évidemment. Ça fait pas ça bouger donne Chirac-Jospin en... Voilà, ça fait pas bouger les voix. Après, j'ai entendu des choses très contradictoires sur la perception de Marine Le Pen de sa prestation au débat. Vous dites que vous n'avez pas perçu ça. Apparemment, c'est son cas aussi. Moi, je ne l'ai pas perçu à ce point-là. J'ai trouvé que dès le début, ça partait mal, effectivement. Parce qu'elle voulait faire du Trump. Mais si elle ne s'était pas gourée de dossier, ça aurait peut-être pu un peu marcher. Mais voilà. En fait, elle aurait pu dire... Elle aurait pu surfer. Mais elle aurait dû travailler un tout petit peu plus pour pouvoir surfer comme Trump, comme le disait Olivier. Après, j'ai quand même vu à un moment donné d'abord, elle sait qu'elle est bonne dans le temps court, c'est-à-dire que au bout d'1 heure et demie, 1 heure 3 quarts, à un moment donné, surtout que, si vous voulez, le président Macron, qui ne l'était pas encore à l'époque, avait ses 10 lignes, ses 10 punchlines, ces trucs, il avait ça comme ça, et il est allé. Les trucs, les uns après les autres. Mais ce qu'elle a réalisé à la fin. Voilà. À votre avis? Vous en avez parlé, là, ça commence vraiment à pu aller bien. Elle se retourne, elle a l'air pas bien, elle a l'air d'en avoir marre, elle a l'air un peu comme elle a l'air d'avoir aujourd'hui, finalement, ras-le-bol de tout ça. Hein. Parce que moi, je veux bien qu'elle revienne en piste, que tout soit parfait. Je pense simplement qu'elle a plus l'envie. C'est juste c'était la question. Donc c'est pas elle qui a la plus envie, c'est les gens qu'on a. Non, je crois aussi qu'elle elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où elle se dit tout ça pour ça. Voilà. Et effectivement, à la fin, elle sort, elle part vite. Elle revient dire au revoir parce qu'elle a oublié de dire au revoir. Et dans la loge, il y a ce qu'on m'a raconté après, parce que moi, évidemment, je cours pas derrière pour aller à la loge.
il y a comme d'habitude les gens qui vont vous voir en disant c'est pas mal. Puis ceux qui regardent leur godasse parce qu'ils se disent qu'il va falloir repousser le moment. On va lui dire franchement, il y a une et il y en a deux effectivement. Il y en a un totalement qui dit tout de suite, je crois que c'est qui dit notamment aux journalistes, je crois que c'est David Rachlin qui dit bon, bah, ça sera pas pour cette fois-là. Et peu à peu, elle commence à comprendre qu'il y a eu des choses qui ont un effet assez désastreux, et notamment au nom de l'incompétence. Alors, Olivier Duhamel. Ce qui est intéressant, c'est l'importance des effets finalement, parce que Nolo a raison. Il y a les débats qui font du spectacle et ceux qui n'en font pas, mais il est rarissime qu'un débat ait une conséquence politique. C'est rarissime. L'exemple célèbre, c'est celui de 1974. L'écart entre les candidats est extraordinairement faible. Et Giscard Mitterrand. Et Giscard a été brillantissime. Et quand Giscard lui jette, vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand, vous ne l'avez pas, moi aussi, j'ai un cœur qui bat, voilà. Et bien à ce moment-là, ça marche, et Mitterrand est cogné, il l'a d'ailleurs reconnu après. Mais c'est vraiment l'exception. Oui. Même si vous regardez, par exemple, l'histoire des débats aux États-Unis, bon, il y a la fameuse Kennedy-Nixon, et il y a le débat de 1976 entre Ford et Carter, où Ford sort cette énormité, l'Union soviétique, il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est, il sort ça comme ça, il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est. Évidemment, c'est quand même à peu près impossible de faire plus beau, et ça lui a probablement empêché de remonter comme il aurait pu. Mais ce sont absolument des exceptions. Or, qu'est-ce qui se passe avec le débat de 2017? C'est que probablement qu'il y a un effet dans l'immédiat, mais pas si important que ça. Mais c'est après. On ne cesse après de revenir dessus et de se dire mais c'est là où elle a perdu les pédales, c'est là où elle ne peut pas avoir la stature d'un homme d'État, c'est là où elle est un handicap pour le Front National, alors qu'on avait cessé de dire pendant des années qu'elle dédiabolisait, qu'elle était l'atout formidable, etc. Et là, c'est une très grande première dans l'histoire de la média politique, comme j'aime à dire, c'est que c'est la première fois qu'un débat a un tel effet politique. Absolument d'accord. Mais est-ce que ça ne révèle pas quelque chose d'encore plus grave pour Marine Le Pen? Bon, certes, une incompétence personnelle, mais qu'elle a échoué sur un autre point capital, c'est que le FN n'est pas devenu un parti de professionnels. Parce que ce qui se passe, c'est que la veille, si elle avait été dans un parti de professionnels, ils auraient dégagé son emploi du temps en lui disant faut qu'il se repose. Voilà. Ils l'ont surchargé de choses, d'ailleurs pas très utiles. Elle s'est auto-surchargée aussi. Et oui, mais justement, est-ce que c'est pas non plus un double échec, c'est-à-dire personnel, et le fait qu'en tant que patronne de parti, elle a échoué à bâtir une structure professionnelle. Tout ça est mort, quoi. Là, Duhamel a tout à fait raison. Le débat a cristallisé le fait que tout ça est mort. Vous vous rendez compte à quel point elle doit avoir raison pour que... Oui, mais c'est évident. Non, mais sur l'analyse, je vais pas vous donner tort, vous avez raison. C'est un beau jour aujourd'hui. Mais exactement, s'il fait beau, je ne vais pas dire qu'il pleut parce qu'il fait beau. Alors il y a une partie de ce que vous dites, Eric, il y a une partie qui a été confirmée effectivement par Florian Philippot. Et bon, alors il y a toujours un peu de règlement de compte derrière, mais il est vrai quand même que sur la quantité de travail, la concentration, la répétition, puisque même Macron s'est plus entraîné alors qu'il a des capacités notamment en économie qui sont supérieures à Marine Le Pen, et qui a eu une sorte de, comment dire, de... Non, je dirais, ils ont fait ça un peu par-dessus la jambe, mais de désinvolture, mais il y a un peu de désinvolture fréquemment chez Marine Le Pen. Elle ne colle pas autant à l'ambition qu'on lui prête. Mais elle n'a pas parce d'ambition. Elle sait qu'elle n'y arrivera jamais, elle ne l'a pas. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas psychologisé, mais c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien se détendre, qui aime bien faire la fête, qui aime bien... C'est pas quelqu'un qui est obsédé à ce point-là. Est-ce que c'est parce qu'elle n'y croit pas? Est-ce que c'est par son caractère? Est-ce que peut-être à son âge, elle se dit j'ai envie de vivre? Mais je la trouve... Au-delà de Marine Le Pen, est-ce qu'il y a d'autres débats dont vous gardez un mauvais souvenir? Et notamment, il y a quand même... vous avez eu Jean-Luc Mélenchon aux fesses, si j'ose dire. Ce n'est pas un débat contre lui. Non, à un moment donné... Mais on aurait pu penser, hein. Ça a pu donner l'impression que c'était ça. Oui, non, mais attendez, moi d'abord, je trouve ça intéressant. Il vous aurait dit, va te faire... Après, mais pas pendant l'émission. Il l'a dit. Ah oui. Ah bon? Ah ouais. Le Pen l'aurait dit pendant l'émission, je pense. Ah oui, non, il n'aurait pas dit. Non, mais attendez. D'abord, c'est pas un problème parce que ça fait longtemps. Enfin, je veux dire, je suis pas là. Dit ça? Non, ça fait pas longtemps qu'il nous a fait foutre. Parce que j'ai l'habitude de l'entendre. Ça fait 5-10 ans qu'il est parti en vrille, qui dit que je suis une imbécile. Ça, il y a une thèse imbécile. L'autre, que je suis socialiste. Probablement dans sa tête, ça correspond. Il y a une équivalence entre les deux termes. 3, que je lui réponds que si j'étais au Congrès de Rennes, c'est parce que je faisais mon boulot et pas parce que j'étais au PS. Et 4, qu'après, il finit en disant de me barrer. Bon, 1, c'est une émission en direct. 2, ils avaient décidé de se payer les journalistes. Enfin, c'était une stratégie de la France Insoumise qui peut être payante, hein, parce que comme les gens n'aiment pas les journalistes, toujours ici. Comme les gens n'aiment pas les journalistes, on est des gros pourris, des vendus, je sais pas quoi, dire regardez cela, ils sont avant. Très bien, donc c'est plutôt malin. Après, j'ai pas l'impression de m'être énervé. Je vais juste demander de préciser des choses sur la laïcité, puisqu'ils dénonçaient le drapeau européen avec les étoiles.
Voilà, et qu'à côté de ça, quand Daniel Obono dit que le voile c'est un problème, ça n'est pas un problème, au contraire et tout, je lui ai demandé à quel moment il était le plus laïque, donc je n'ai pas l'impression de lui avoir dit des choses épouvantables, et je trouve que c'est... Puis c'est pas mal, parce qu'on voit la personnalité des gens, c'est en direct, c'est... Voilà, on avait la salle qui était derrière nous, voilà, La plupart des politiques, dès que les journalistes ne sont pas complaisants, ils considèrent que ce sont des ennemis de parti pris. Alors, la différence avec Mélenchon, c'est qu'il dit tout haut et les autres le pensent tout bas. Non, il y a une chose qu'il faut quand même souligner et que je vais critiquer, peut-être que Nathalie Saint-Cric ne sera pas d'accord avec moi. Je trouve qu'il est tout à fait anormal dans des débats comme le débat d'entre-deux tours que les candidats se permettent de récuser des journalistes. Je pense que il appartient aux chaînes de télévision de décider qui vont être les journalistes qui interrogent. Et là, on a vu que sur cette histoire, il y a eu récusation et récusation de plusieurs journalistes par le Front National, en tout cas au moins. Sur le débat d'entre-deux tours ? Oui, sur le débat d'entre-deux tours, c'est ça ? Il y a eu une personne, il y a, je crois, Anne-Claire Coudray qui a été récusée par Marie. Voilà. Je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, elle sert à rien. Oui, mais c'est quand même, c'est extravagant. Non mais, tu comprends ce que je veux dire. On mettra une figurine la prochaine fois, ça sera plus simple. Ça me plairait bien, moi. Les Français ont le sentiment que les journalistes ne sont pas indépendants des pouvoirs, ni du pouvoir économique, ni de l'argent. Il y a le célèbre baromètre de confiance des médias, Kantar Sofres, La Croix, qui est sorti en début de semaine. Il y a des éléments favorables de crédibilité des médias, mais il y a une chose, quand même, il y a une augmentation de la crédibilité des médias, mais sur ce point-là, les Français ont le sentiment que les journalistes ne sont pas indépendants. Et par rapport à ça, ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les candidats à permettre des droits de veto sur les journalistes, ça participe du scepticisme des Français. Mais plus généralement, est-ce qu'il faut conserver ce débat d'entre-deux tours? Ah oui, c'est impossible, ça fait partie de notre... On va avoir dit que ça servait pas à grand-chose et que... Non, il a dit que ça retournait pas une situation. Mais c'est pas... Je suis là maintenant pour lui expliquer votre pensée, vraiment. C'est la perfection. Alors, vraiment... Non, mais c'est pas inutile. Mais Olivier Duhamel, est-ce qu'il ne faudrait pas des débats pendant la mandature, d'ailleurs? Oui, ça ce serait bien, le président n'acceptera pas. Non, mais quelle est la raison que vous donneriez pour le maintien de cette tradition de la raison principale? J'en donne deux. La première, c'est que les Français adorent ça. Ils sont des dizaines de millions, plus de 20 millions souvent à le regarder. Et que franchement, il n'y a pas beaucoup de choses en politique que les Français adorent. Donc leur enlever quelque chose qu'ils adorent, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose d'atroce. C'est un acte de torture en place publique. C'est ignoble, on n'a pas le droit. Mais c'est pas ignoble, on ne torture pas. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que c'est pas parce que ça n'a pas d'effet sur le changement des votes que ça ne compte pas, ne serait-ce que pour conforter les électeurs dans leur choix. Vous avez les électeurs en France qui se décident de plus en plus tard, et les électeurs non prédéterminés sont de plus en plus nombreux, et tout ce qui les aide à faire leur choix ultime est bienvenu. Donc, vous n'avez rien à objecter à ça, et vous aussi, vous allez être obligé d'être d'accord avec moi. Franchement, il y a un côté ordalie, il y a un côté jugement de Dieu. Il y a un côté, il faut passer par là. Les géants avant, ils sont passés par là. Moi, j'ai la nostalgie du débat qu'on a manqué. C'est-à-dire soit De Gaulle-Mitterrand en 65, ça aurait été un débat grandiose. Et j'ai la nostalgie de ça. Donc non, il faut surtout pas... Non, moi, Duhamel ne m'a convaincu qu'à 80%, alors qu'il a convaincu Zemmour à 100%, parce que moi, je suis contre l'élection. Non, mais je suis contre l'élection du président. Non, mais donc, je suis contre ces éléments de spectacle. Parce que c'est ce que je reproche à ce genre d'élection, c'est que ça devient un spectacle. Ce n'est pas seulement le débat. En théorie, je suis contre aussi, mais le jour où vous arriverez à convaincre les Français, alors qu'ils adorent ça, ou le jour où vous arriverez à convaincre un président de la République qui vient d'être élu, que c'est une catastrophe ce mode de scrutin, et que c'est pour ça qu'on choisit des types comme lui, vous n'y arriverez jamais. Le spectacle, il y en a aussi en Angleterre où il n'y a pas d'élection présidentielle, et il y en a dans tous les pays d'Europe où il n'y a pas d'élection présidentielle. Et c'est démocratique. Exactement. Les deux sont à égalité. Vous disiez tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de débat pendant la mandature. Eh ben il n'y en a pas. Mais là, il y en a un au moins. Et même si tu es à 66% dans les sondages et elle à 36%, eh ben tu es obligé de débattre avec elle. Elle a le même droit. Alors, Duhamel, est-ce que vous serez d'accord jusqu'au bout avec moi? C'est-à-dire que c'est scandaleux que Chirac ait refusé de débattre avec Le Pen en 2002. Moi, je l'ai écrit. Donc, je ne prendrai pas des mots aussi forts que vous parce que je suis un modéré détestable. Mais un social-démocrate. Je dirais que ça n'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. L'anaphore de François Hollande, c'est pas ça qui lui permet de gagner face à Nicolas Sarkozy? Non. Vous dites que c'est simplement les médias qui repèrent cette... Non, pas seulement. Ça cristallise
le rejet de Sarkozy, qui est un élément clé de l'élection, et que lui pourrait incarner autre chose. Et surtout, ça cristallise le fait que Sarkozy a intégré qu'il avait perdu. Merci. Oui. Évidemment. Parce qu'il lui coupe pas la parole. Mais évidemment, il est mort. On sait à ce moment-là que Sarkozy est mort. Et Hollande a changé le logiciel. Voilà. Sarkozy s'adapte pas du tout. Et puis dernier, pour essayer de vous convaincre, même si vous préférez le régime de la 4e, je ne sais quel mode d'élection du président de la République. Un peu modifié, ne caricaturons ça pas. c'est bas parce qu'il y a pas que la 4e. C'est sur l'élection du président de la République. Oui, enfin l'Allemagne c'est pas la 4e, même si ça va mal aujourd'hui. Et l'Angleterre c'est pas la 4e. Et l'Espagne, non, c'est ça. Moi on m'a sorti cet argument pendant 40 ans. Non, juste, je suis persuadée que dans 5 ans, ou pour la prochaine présidentielle ou les autres que je ne verrai pas, ou peut-être que je verrai dans mon fauteuil, je suis persuadée que les règles évolueront. C'est-à-dire que ça sera mieux. C'est fini la première question obligatoire. Bonsoir Marine Le Pen, dans quel état vous sentez-vous ce soir? Qui était celle que Ferrari et Pujadas avaient posée 5 ans avant. Bonsoir, dans quel... Ce qui est complètement... c'est pas le sujet. On va le voir, on n'a pas besoin de leur demander ça. Je pense que toutes les règles vont évoluer, que le CFSA va lâcher la bride sur... Voilà, qu'on ne choisira pas les journalistes, et que ça sera quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus... et qu'on ne peut plus faire ce truc avec 3 Quel débat vous rêvez d'animer là? C'est fini pour moi. Pourquoi mais arrêtez ce pessimisme là. Je pense que j'ai fait le truc le plus marrant, le plus pas marrant. Pas dire je l'ai pas vécu comme ça. Vous avez participé au débat le plus consternant de l'histoire de la République, ce qui est quand même un truc formidable. Et puis alors voilà, je serai Alina. Donc l'idée d'être Alina, c'est quand même un truc super agréable. Non, je vois pas. Je vois pas dans 5 ans si j'ai invoqué Macron, s'il y a invoqué Macron, s'il y a un... S'il y a Mélenchon. Faut y aller. Il a peut-être épuisé toutes les insultes. Mais il aura aux alentours de 71, 72 ans, donc vous avez encore l'énervé si je dis ça, mais peut-être il y a un moment donné où pour le coup, il faut se mettre en retraite. Demain, s'il n'y a pas grève, c'est Laurent Wauquiez, vous attendez qu'il tombe le masque un peu? Bah, écoutez, oui, enfin, on essaie, il y a plusieurs intervenants, on essaie de savoir un peu qui il est vraiment, mais pas parce qu'on a envie de faire une introspection, enfin, de rentrer dans sa psychologie personnelle. Mais on devrait savoir si lui, qui se revendique du double patronage de Jean Monnet et de Jacques Barrot, où il en est exactement aujourd'hui. Il a abandonné Jacques Barrot et en fait, le masque, il l'a tombé il y a longtemps. On voudrait savoir aussi pourquoi il y a quelquefois un sentiment de rejet vis-à-vis de lui, qui vient aussi des cadres, de tous les cadres. Vous avez fait un duel face à Benjamin Griveaux, c'est ça? Voilà, absolument. Et puis qui précise son programme économique. Donc c'est à cause de vous qu'il ne va pas accueillir le président Macron en visite dans le Puy-de-Dôme demain. La date c'est grave. Non, je pense que Laurent Wauquiez a d'abord décidé de faire l'émission avec Emmanuel Macron, est venu sur ces terres et que ça s'est fait dans ce temps. Ça change l'histoire. Combler. Non mais notamment pour combler le déficit, parce que je pense que Laurent Wauquiez va l'accueillir va l'attaquer sur le thème, le président des riches, la mondialisation, les grandes villes, la France périphérique, pas de ruralité, gna. Et que voilà, il y aura l'image d'Emmanuel Macron pour corriger ça. Merci beaucoup, madame, d'être venue sur ce plateau. Merci, Olivier Duhamel. Je rappelle le titre de votre livre, Macron et en même temps. Merci, messieurs. Joie de vous avoir vu ce soir. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier. Elle est signée Paul Bocuse. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.